Donc, bienvenue à ce premier conseil de l'année 2023. Tout d'abord, je souhaite que nous ayons une pensée pour les victimes des puissants séismes qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Nous avons enfin pu nous réunir le 14 janvier dernier pour la cérémonie des vœux, pour la première fois depuis l'élection de juillet 2020. Je remercie les Moellanaises et les Moellanais d'être venus nombreux pour partager ce moment convivial de retrouvailles. Nous pouvons aussi remercier le personnel communal pour la décoration et l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé au sein de l'Ellipse. En ce début d'année, le contexte international très délétère depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie entraîne un sentiment de forte incertitude. Au niveau national, les conséquences de ce conflit se font ressentir économiquement. Ce sont les plus fragiles qui sont impactés. Dans notre commune, le dernier conseil d'administration du CCAS a déjà mis en évidence des nouvelles situations de précarité qui concernent toutes les tranches d'âge de la population. Nous allons devoir veiller à rester très vigilants et très attentifs face à ces nouvelles précarisations. Je sais pourquoi compter sur le dynamisme et la compétence des membres du CCAS, c'est-à-dire les élus, les représentants des associations, les bénévoles et bien sûr l'agent qui instruit tous les dossiers. Ce soir, nous accueillons un nouveau conseiller municipal. Tom Irlande nous rejoint en remplacement de Franck Berthet, qui nous quitte pour raisons personnelles et que je remercie pour son engagement communal et communautaire. Tom, au nom du conseil municipal, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Ce soir, le point phare de ce conseil sera le débat d'orientation budgétaire. Pour cet exercice, j'ai convié également les directeurs des services techniques et des services à la population. Si des questions particulières étaient soulevées, eu égard à leur expertise, je leur donnerai la parole. Vous savez que depuis les travaux de la dernière commission ressources, le décret concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est tombé. Hélas, elle ne sera applicable qu'en 2024. Ceci pour rappeler que nos capacités d'adaptation doivent s'imposer. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Je regarde mon adjoint aux finances. Alors le premier point, le point 0, c'est donc l'approbation du compte-rendu du Conseil du 14 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques. Donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, la majorité. Alors, je passe donc au point suivant. Donc, c'est le remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire. Donc, Franck Berthet, élu de la liste Moellan Partageons l'avenir. Donc, il nous a présenté son courrier le 19 décembre 2022. Et donc, voilà. La personne suivante sur la liste, c'était Katia Ferrandin, qui n'a pas souhaité siéger au conseil pour des problèmes de santé. Donc, la personne sur la liste venant ensuite, c'était donc Tom Irlande, qui est appelé à remplacer Franck Berthet au poste de conseiller municipal. Donc, le conseil municipal est donc invité à prendre acte de l'installation de Tom Irlande en qualité de conseiller municipal. Donc là, il n'y a pas de vote, c'est juste on prend acte. Alors ensuite, donc le deuxième point, nous avons donc la modification des commissions municipales, hein, c'est ce qui est logique. Donc le 10 janvier 2023, Tom Irlande a donc pris ses fonctions. Et donc, Tom Irlande va donc faire partie de la commission infrastructure cadre de vie. Donc là, par contre, nous devons voter.
Donc, je pense que l'on va voter à main levée, à moins que vous souhaitiez qu'on... Non. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? L'unanimité, merci. Alors, donc, ça modifie aussi les commissions de Quimper-les-Communautés, parce que, comme je vous l'ai dit, Franck Berthet était très présent à Quimper-les-Communautés. Donc, il y a une modification donc, aussi de la commission cadre de vie à Quimper-les-Communautés. Donc, moi, je propose donc Maryse Riwal pour remplacer Franck Berthet à la commission cadre de vie de Quimper-les-Communautés. Donc, voilà. Qui... J'en veux, à moins qu'il y ait des questions, mais je ne pense pas. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? L'unanimité. Merci Maryse, tu vas faire ton entrée au conseil communautaire. Pardon, oui, enfin à la commission. Oui, voilà. Voilà. Pas au conseil. Au conseil, c'est quelqu'un d'autre. Excusez-moi. À la commission. Ensuite, donc, nous passons au point le plus important, le débat d'orientation budgétaire. Donc, pendant que Franck prépare, donc il doit avoir lieu 2 mois avant le vote du budget primitif. Et donc, il est proposé d'étudier le contexte économique international et national, de préciser la situation financière de Moëlan-sur-Mer et de préparer les grandes orientations budgétaires pour l'année 2023. Donc, je vais passer la parole à Franck Chanvry, l'adjoint en finances, et vous dire que donc après les échanges que l'on doit avoir, on doit voter sur le fait que nous avions bien débattu et échangé. Ça, tout le monde le sait maintenant, Monsieur Desfossés. Voilà. Donc, je te passe la parole, Franck. Merci, Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Débat d'orientation budgétaire 2023. Donc, effectivement, Madame la maire a rappelé à l'instant le caractère formel. Ah, pardon. J'ai une petite question sur le point d'avant. Est-ce Maryse qui va être conseiller communautaire? Non. Non, mais on va... Non, c'est pas... Alors, le problème, c'est pas qu'on Franck, peut... parce qu'il a démissionné. Alors, en principe, on doit pas... Enfin, il faut attendre demain. Demain, on a un conseil communautaire. Bon, enfin, il n'y a pas de secret, on va dire. Enfin, c'est Yannick qui va prendre la suite. Okay. Mais il faut que ça passe d'abord... Moi, je l'ai vu, lors du jour de demain. Je l'ai lu, mais... Ça passe d'abord en conseil communautaire et après en conseil municipal. D'accord. Okay. Voilà. Non, mais ce n'est pas Maryse. Maryse sera en commission, mais c'est Yannick qui prendra le poste. Donc, je reprends sur les orientations budgétaires 2023. Je rappellerai, en complément à ce qu'a dit Madame la maire, qu'il a un caractère formel. Il doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif. Ce n'est pas encore le vote du budget primitif, mais ce sont bien les éléments de connaissance que nous souhaitons débattre avec l'ensemble des élus ce soir. Alors, je rappellerai simplement que sur ce rapport d'orientation budgétaire, il doit au minimum indiquer des éléments sur la structure et la gestion de la dette, mais aussi comporter des éléments sur les engagements pluriannuels envisagés. Et je préciserai ou je rappellerai que quand on parle d'engagement pluriannuel envisagé, on parle de pluriannualité budgétaire, donc les autorisations de programme, crédits de paiement, que l'on retrouve dans le document. Alors, comme l'a dit Madame la maire, généralement, on part un petit peu d'éléments de contexte international, voire national. Vous me permettrez d'aller à l'essentiel et d'aller plutôt sur les tendances nationales. Pourquoi? Tout simplement parce que ces tendances au national, et notamment ce que l'on regarde d'assez près, c'est la croissance annuelle du produit intérieur brut, donc la richesse nationale. Eh bien, si on la regarde et si elle est au cœur de toute analyse financière, c'est tout simplement parce qu'elle conditionne beaucoup de choses. D'abord, elle règle les finances de l'État, puisque les finances de l'État sont principalement constituées de ressources fiscales, parmi lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée, qui constitue la ressource essentielle du budget de l'État. Et par voie de conséquence, lorsque le budget adopte son budget, il comporte aussi de nombreuses dotations et un soutien financier au local. Et donc, on doit intégrer ces éléments de loi de programmation des finances publiques ou de loi de finances avant que de pouvoir construire nos orientations budgétaires et, a fortiori, notre budget primitif. Alors, le graphique que vous avez à l'écran, il illustre bien la difficulté récente d'une économie qui est manifestement très perturbée. Je ne vous apprends rien. Vous avez ici, sur la période 1950 à 2022, et en pointillé les perspectives 2023 et années suivantes, eh bien, cette fameuse croissance du produit intérieur brut.
Voilà, donc on voit effectivement sur la séquence la plus récente le décrochage en plein cœur de crise financière entre 2008 et 2010, où nous avions même une croissance négative. On voit à nouveau un décrochage encore plus important, bien évidemment, en 2020, en plein cœur de pandémie et de crise sanitaire, avant que d'avoir un petit effet rattrapage en 2021. Donc on voit bien que là, l'amplitude de la courbe est très forte sur ces 2 dernières années. Une croissance PIB négative en 2020, moins 7,9%, et un rattrapage de plus 6,8% en 2021. 2022 et années suivantes, vous voyez en pointillé, les perspectives sur lesquelles le budget de l'État se construit sont plutôt prudentes, plus prudentes que ce qui a pu être intégré les années passées. Et vous voyez qu'au mieux, on tape sur une évolution de la croissance nationale au-delà de 2023, plutôt autour de 1%. Si on regarde en bleu la courbe tendancielle, qui corrige un petit peu ces effets d'amplitude d'année en année, eh bien on voit, et ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que depuis les années 70 et la fin des 30 Glorieuses, nous sommes de plus en plus sur un modèle qui se tasse en termes de croissance de la richesse produite au niveau national. Voilà, ça ne me paraît pas inintéressant de le rappeler. Ça conditionne beaucoup de choses et ça règle pas mal les finances locales également. Voilà. J'enchaîne en faisant un petit focus, et là je me repartirai des éléments de prévision de croissance qui ont été intégrés dans la loi de finances 2023. Je rappellerai, donc on est sur un focus un peu plus récent, le taux de croissance annuel, prévisionnel, et le réel. Vous voyez que jusqu'en 2017, 18, 19, entre le vert, le prévisionnel, les hypothèses loi de finances, et le bleu réalisé, constaté, eh bien finalement nous avions des écarts, assez logiquement, mais ils étaient de faible amplitude. Vous voyez qu'en 2020, bien évidemment, il s'est passé ce que l'on sait, et là, on est repassé en négatif. En 2021, on était sur une hypothèse croissance de 8% quand elle s'est finalement établie à 6,8%. Pour 2022, la loi de finances était encore un peu optimiste, tablée sur une croissance de l'ordre de 4% lorsqu'elle s'établit à 2,7%. Et vous voyez que pour 2023, en tout état de cause, l'État table au mieux sur une croissance de l'ordre de 1%. Alors, on pourrait débattre pendant des heures de ces éléments. On l'a fait un peu en commission. Bon, en tout cas, on voit là une tendance se dégager et effectivement un budget de l'État qui subira la contrainte financière, puisque, je le redis, la principale ressource du budget de l'État, c'est la valeur ajoutée, la TVA. Alors, j'enchaîne toujours sur des éléments de macroéconomie. Pour rappeler un petit peu le contexte que nous subissons toutes et tous, c'est le contexte d'une inflation particulièrement forte. Vous avez au tableau derrière moi l'inflation telle qu'elle avait été estimée en loi de finances pour la période 2018 à 2021 et même au-delà, pour les perspectives 23 et années suivantes. Et puis finalement le définitif. Donc, vous voyez là aussi, entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation définitive, il y a toujours quelques écarts. Bon, ce qu'on peut observer, c'est que sur l'année 2022, là où on tablait sur une inflation de 1,5%, elle a été révisée, loi de finances, à hauteur de 5,4%, et au final, elle s'établit à 5,2% en définitif. On voit que pour 2023 et années suivantes, ce sont là les prévisions du budget de l'État, eh bien, on resterait sur une inflation relativement forte en 2023, de l'ordre de plus 4,3%. Quand on reviendrait progressivement sur une inflation 2024 et 2025 autour de 3 et voire 2% en fin de période. Évidemment, ce ne sont là que des projections qui permettent à l'État de construire sa trajectoire financière en loi de programmation pluriannuelle. On a bien vu ces 2 dernières années qu'il est très difficile aujourd'hui d'avoir une vérité absolue et même un modèle qui marche bien dans le contexte géopolitique que tout le monde connaît. Voilà, ce tableau me donne l'occasion aussi de rappeler un fait marquant que je souhaite souligner d'emblée ici, c'est que nous subissons, comme toutes les collectivités locales, une inflation forte. Nous subissons un coût de la vie, comme tout le monde, qui évolue significativement. On le verra tout à l'heure ce que ça veut dire en réalité 2022 et en perspective 2023 et années suivantes. J'aimerais rappeler ici que depuis maintenant de nombreuses années, les dotations de l'État aux collectivités locales n'intègrent plus une indexation sur l'inflation, ce qui a été le cas pendant plus de 30 ans. Je rappelle que la dotation globale de fonctionnement a été mise en place en 1979 et que jusqu'en 2008, tous les ans, l'enveloppe nationale de l'État
en répartition pour les collectivités locales, augmenté non seulement de l'inflation, mais également de la moitié de la croissance du produit intérieur brut. Donc, il y avait donc une situation plutôt favorable, de rente, si je puis dire, pour les collectivités locales qui voyaient assurément cette ressource évoluer de manière dynamique au sein de leur budget. Alors pourquoi ? Tout simplement, on rappellera que la DGF, ce n'est pas la générosité de l'État au profit des collectivités locales, c'est à l'origine une suppression décidée par l'État d'une ressource fiscale pour les collectivités, ce qu'on appelait à l'époque le versement représentatif de la taxe sur les salaires. Donc finalement, l'État enlevé d'une main et redonné d'une autre, concours de l'État, en intégrant une dynamique de croissance de la ressource, comme c'eût été le cas si cette ressource n'avait pas été supprimée. Donc, il y avait un modèle qui marchait plutôt bien et qui permettait, notamment en plein mouvement décentralisateur, aux collectivités locales, de mettre en œuvre leur programme et de le financer sans forcément ne faire appel qu'à l'effort fiscal des ménages. Alors, je le cite parce que depuis 2008, on a enlevé la référence à la croissance du produit intérieur brut. En 2010, on a dit enveloppe gelée. Ça veut dire que les collectivités locales, depuis 2008 et 2010, intègrent tous les ans un effort au redressement des finances publiques nationales. Puisque quand on a une dotation qui est gelée en valeur, on perd du pouvoir d'achat. Pour illustrer mon propos, pour la période 2023 à 2026, lorsque l'État table sur une prévision d'inflation de 4,3%, 3% ensuite, et un peu moins en fin de période, il faut savoir que les concours de l'État aux collectivités locales, c'est un peu plus de 32 milliards dans son budget. Si ces concours étaient indexés, ce que réclament de nombreuses associations d'élus dans le contexte particulier que l'on connaît, en fin de période, les dotations de l'État aux collectivités locales auraient été supérieures à 36 milliards. Il n'en sera rien, puisqu'elles seront gelées. En conclusion, sur cette partie-là, ce que je peux mettre en avant, c'est que finalement, sur la période à venir, 2023 à 2026, les collectivités locales perdront à peu près 15 milliards de pouvoir d'achat, toutes collectivités confondues. C'est déjà un bel effort, il me semble, au redressement des finances publiques. Voilà. Je profite un petit peu également de ces éléments de connaissance pour rappeler aussi une mécanique qui peut paraître un peu difficile à appréhender pour pas mal de nos concitoyens. C'est qu'un budget communal fonctionne essentiellement sur une ressource, la ressource fiscale. On verra tout à l'heure quand je caractériserai la structure du budget de la commune de Moëlan. Vous savez que depuis 2017, chaque année, les bases d'imposition ménage sont actualisées, ce que l'on appelle une revalorisation forfaitaire. Cette actualisation, elle se veut être le reflet de l'inflation définitive constatée au mois de novembre l'année précédente. D'accord ? Alors, on a regardé un petit peu sur des séries longues, parce qu'effectivement, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire pour 2022 et 2023. Vous voyez que là, vous avez un tableau comparatif entre l'actualisation des bases telle qu'elle a été votée annuellement et finalement l'inflation définitive ou révisée constatée année par année. Vous voyez que les 2 premières années, l'écart était plutôt en défaveur des collectivités locales, une actualisation moins forte que l'inflation constatée, un effort qui a plutôt été rattrapé en 2019 et 2020, pour finalement se réguler en 2021. Et vous voyez qu'au global, sur la période, 2017 à 2021, l'écart n'est que de 0,2% au global. Voilà, donc je souhaitais le rappeler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour 2022 et 2023 ? Le modèle est un petit peu particulier, puisque vous avez bien compris que finalement, le réglage entre l'actualisation des bases et l'inflation définitive, elle s'opère avec un petit décalage dans le temps. Pour 2022, l'actualisation des bases avait été décidée à hauteur de 3,4%. Quand l'inflation définitive ou révisée était annoncée à 5,4% au mois d'octobre, finalement 5,2%. Donc vous voyez qu'il y a un écart plutôt défavorable aux collectivités locales. Cet écart va s'inverser en 2023, puisque l'actualisation des bases est annoncée à 7,1% et que l'inflation devrait être légèrement inférieure. Voilà. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, de ces éléments récapitulatifs, c'est qu'au global, sur des séries de 3, 4, 5 ans, le modèle se réajuste globalement. Alors, je vais laisser un petit peu les éléments nationaux et de macroéconomie, puis je vais commencer à regarder d'un peu plus près maintenant, comme l'a dit Madame la maire. On commence généralement par regarder l'état des comptes estimés à fin 2022, puisqu'on n'a pas encore complètement clôturé la comptabilité 2022. Et puis, cet état des finances à fin 2022 va nous permettre aussi de projeter des évolutions possibles pour 2023 et années suivantes. Alors,
je commencerai par ces histogrammes qui présentent un petit peu la structure de nos ressources de fonctionnement, de nos produits, de nos recettes. Vous avez sur cet histogramme, pour la période 2019 à 2022, eh bien, la part relative des recettes du budget de fonctionnement de la ville. Le premier poste de recettes, c'est ce que vous voyez ici en bleu, ce sont les impôts et taxes, au premier rang desquels la taxe sur le foncier bâti, puisque nous ne percevrons plus la taxe d'habitation, vous le savez. En tout cas, plus la taxe d'habitation sur les résidences principales. Nous percevons toujours la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc cet histogramme bleu, vous voyez, en proportion, il représente 56,5% des recettes réelles de fonctionnement. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, les recettes d'une commune, c'est avant tout, prioritairement, les taxes ménages, mais aussi d'autres taxes, on y reviendra tout à l'heure, comme des droits de mutation à titre onéreux, par exemple. En orange, vous avez le bloc des dotations et participations. Ces dotations, elles représentent 22,2% des ressources de fonctionnement en 2022. C'est essentiellement la fameuse dotation globale de fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure, ce que l'État reverse au local tous les ans. Et vous l'aurez compris, c'est une ressource qui, au mieux, se stabilise, voire peut encore diminuer dans les prochaines années, puisque l'État a décidé de ne plus indexer cette ressource. Et enfin, vous voyez en jaune, eh bien, là, ce sont les autres ressources du budget communal. Et ces autres ressources, elles sont, vous les connaissez, ce sont essentiellement les redevances que payent les usagers quand ils font appel au service public local, qui son abonnement à la médiathèque, qui sa facture de cantine ou de garderie. Et puis, diverses autres recettes que je ne détaillerai pas. Vous voyez qu'elles sont plutôt epsilon au sein d'un budget. Alors maintenant, en termes d'analyse, si on fait l'évolution comparée de 2021 à 2022, vous le voyez, en 2022, on a eu plutôt une croissance dynamique de la ressource fiscale. Sous l'effet de ce que j'évoquais tout à l'heure, une revalorisation forfaitaire au niveau national de 3,4%, reflet de l'inflation de l'année précédente, mais également sous l'effet d'une bonne dynamique de l'évolution physique des bases. Et cette évolution physique des bases, finalement, c'est le résultat de l'urbanisation du territoire. L'évolution physique de nos bases a été relativement importante en 2022. Elle a été de 1,6% pour la taxe d'habitation et elle a été de 1,9% pour le foncier bâti. Au global, on a une ressource fiscale qui augmente de plus de 5% en 2022. Donc une croissance plutôt soutenue et plutôt dynamique. Et on s'en réjouit, puisque c'est le signe qu'on a quand même une activité, une urbanisation du territoire qui aussi produit de la ressource fiscale, bien évidemment, dans le temps. Un autre élément important à signaler sur ces fameuses ressources fiscales, vous le savez, on a eu des droits de mutation à titre onéreux qui ont été très conséquents en 2020 et 2021. Ces droits de mutation à titre onéreux, c'est une recette fiscale que les contribuables payent lorsqu'ils font des transactions immobilières, lorsqu'ils achètent du foncier. Ces DMTO, on les a vus augmenter de manière très forte les 2 dernières années, ce qui était finalement le reflet d'un marché immobilier qui s'est emballé, notamment sur toute la frange littorale, pas qu'à Moëlan-sur-Mer. Mais vous le savez, on l'avait dit au moment du vote du budget primitif 2022, cette ressource-là, nous faisons l'hypothèse qu'elle ne peut que se tarir dans le temps, puisque, on le voit bien, dans un contexte de forte inflation, on risque d'avoir un retournement du marché immobilier. Et donc, cette ressource-là, des droits de mutation à titre onéreux, vous le verrez, en 2022, elle a déjà un peu diminué. Elle s'établit à 545 000 €. Elle s'établissait à 590 000 € en 2021, donc moins 45 000 €. Et ça ira encore plus à la baisse dans les prochaines années, puisque si je vous cite le niveau des DMTO en 2019, avant crise sanitaire, ils étaient inférieurs à 400 000 €. Donc nous devrions mécaniquement voir cette ressource diminuer en 2023 et les années suivantes. De combien ? Là, on le verra, on le constatera, mais on fera une hypothèse prudente, en tout cas, pour le budget primitif 2023 sur ce poste-là de recettes. Les autres charges de fonctionnement, en un mot, on a eu plutôt en 2022 un rattrapage de ces ressources-là. C'est le fameux trait jaune là, que vous voyez ici à l'histogramme. Vous voyez qu'en 2019, 2020, 2021, dans un contexte perturbé par la pandémie et la crise sanitaire, on a eu plutôt des pertes de ressources, de recettes de l'activité courante des services, cantines qui ne fonctionnaient plus, etc., etc.
Et en 2022, pardon, en clôture d'exercice, eh bien, on voit qu'elles ont plutôt augmenté significativement par rapport à 2021. Elles s'établissent au global, je n'ai pas le montant en tête, pardon, elles ont augmenté de 10% en 2022 et elles s'établissent au global à peu près à niveau par rapport à l'année 2019, c'est-à-dire un peu plus de 500 000 euros. Voilà. Un dernier rappel dans cette analyse comparative 2021-2022. Vous voyez ici en 2021 un petit histogramme là, de couleur bleu ciel qui constituait une recette exceptionnelle. Donc, comme son nom l'indique, c'est une recette exceptionnelle que nous ne retrouverons pas tous les ans. Et c'était en fait un remboursement d'assurance suite à un litige lié à un contentieux urbanisme, mais quand même une recette de plus de 260 000 euros que nous avions constaté en 2021 et qui explique qu'on a eu un petit pic de nos marges d'épargne cette année-là et que l'on ne retrouvera pas en 2022. Sur les charges de fonctionnement, on a parlé des recettes, maintenant on va regarder un petit peu et la structure et l'évolution de nos charges de fonctionnement à fin 2022. Bah, comme vous le voyez sur l'histogramme, le premier poste de dépense d'une commune, sans surprise, c'est la masse salariale. La masse salariale représente 57,5% des dépenses réelles de fonctionnement 2022. Le deuxième poste de dépense que vous avez ici mettons en mauve, ce sont les charges à caractère courante. C'est notamment les achats de papier, les achats de fournitures, mais c'est aussi la facture énergétique qui va un petit peu nous préoccuper tout à l'heure au sein de ce débat probablement. Ces charges à caractère général représentent 33,7% de nos dépenses 2022. En vert, vous avez ici ce qu'on appelle les charges de gestion courante. Ce sont essentiellement les subventions versées au monde associatif, mais aussi les indemnités élues qui sont sur ce chapitre-là, qui représentent à peu près 6,7% des dépenses. Et puis, ce qu'on devine à peine, là, sur le graphique, ce sont les autres dépenses, parmi lesquelles les intérêts de la dette, qui représentent à peine 1% de nos dépenses réelles de fonctionnement. On y reviendra tout à l'heure, on le sait, on a une dette qui est très maîtrisée et plutôt faible à Moëlan-sur-Mer. Enfin, on a quelques postes aussi que je ne détaille pas, qu'on appelle les atténuations de produits. Ce sont nos mouvements de reversement, fiscalité croisée entre Quimperlé Communauté et la commune. Je ne rentre pas trop dans le détail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, on a une masse salariale qui a augmenté significativement en 2022. Nos dépenses de personnel ont augmenté en 2022 de plus de 137 000 euros, ce qui représente une évolution de plus 7,3%. Je rappellerai que c'est principalement sous l'effet de mesures nationales que cette masse salariale a augmenté, puisque vous le savez, eh bien, la valeur du point, l'indice de rémunération des agents de la fonction publique, a augmenté de 3,5% à compter de juillet l'an dernier. Finalement, c'est un rattrapage bien légitime et bien évidemment, 3,5%, c'est quand même une perte de pouvoir d'achat pour nos agents du service public, puisque c'est à comparer une inflation qui était significativement plus forte, de l'ordre de 5%. Donc, plus 3,5%, ça représente évidemment une part importante de cette évolution de la masse salariale, plus d'autres mesures nationales qui sont décidées dans le cadre de la loi de finances ou en cours d'année, parmi lesquelles des mesures statutaires sur les catégories B et C, l'alignement des plus bas salaires sur le SMIC. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail. Ce que je voudrais signaler ici, c'est que ces mesures nationales, à elles seules, représentaient une augmentation de 97 500 euros. C'est plus de 41% de l'augmentation des dépenses de personnel en 2022. On a eu des effets liés à une réorganisation des services. Vous le savez, on a eu quelques mouvements de personnel et puis on a aussi décidé de consolider et de créer quelques postes. Cette réorganisation des services, elle s'établit sur une augmentation de l'ordre de 40 700 euros en 2022. C'est 17% de l'augmentation. Nous avions aussi décidé, fin 2021, de mettre en place une adhésion au CNAS, donc au comité d'action sociale au niveau national pour des agents du service public, une mesure qui est plutôt appréciée par les agents de la commune. Nous l'avions impacté sur 4 mois en 2021, donc en effet année pleine, c'est une augmentation de 13 000 euros, un peu plus de 5,5% de l'augmentation de la masse salariale. Et puis nous avons d'autres mesures que je ne détaillerai pas dans
de manière aussi précise, qui représente à peu près 86 000 euros. C'est ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire les avancements de carrière. Quand les agents avancent dans leur carrière, ils gagnent un grade et donc une évolution qui évolue. Ou des promotions d'agents, ça peut intervenir également dans ce qu'on appelle le glissement vieillesse et technicité. Mais nous avons aussi une problématique d'absentéisme qui a été forte sur l'année 2022 à nouveau pour la commune comme pour toutes les communes. En lien direct avec la crise sanitaire, nous avons dû procéder à pas mal de remplacements d'agents indisponibles pour assurer le fonctionnement normal du service public. Sur les dépenses subventions, je rappellerai simplement qu'en 2022, nous avons un forfait école privée, le forfait OGEC qui a augmenté de 7 000 euros, puisque vous savez qu'on a mis en place une règle d'actualisation du forfait calibré sur ce que nous imposent les textes, et rien que les textes. Et nous avions également, au sein de ce poste, ici en vert, derrière moi, également une dépense exceptionnelle, c'était la dissolution du CIVU de voirie de Rospordin pour un peu plus de 28 000 euros. Donc une dépense que nous n'aurons pas en 2023 et les années suivantes. Alors au global, je vous ai mis là l'évolution des marges d'épargne. Les marges d'épargne, c'est finalement, quand on regarde l'évolution de nos recettes comparativement à nos dépenses, est-ce qu'on a dégagé plus de marge ou moins de marge que les années précédentes? Alors, vous avez les trois marges d'épargne, assez classiquement, la marge d'épargne de gestion, la marge d'épargne brute, quand on enlève les intérêts de la dette. Ici, en bleu, vous avez le remboursement de la dette en capital. Et il reste ce qu'on appelle en rouge l'épargne nette. L'épargne nette, c'est ce qui nous permet de financer de l'investissement sans aller voir le banquier, sans s'endetter. Alors, on voit sur la période, je suis remonté à 2013, vous voyez qu'on a une évolution plutôt en dents de scie en début de période, une épargne nette qui s'est plutôt stabilisée sur toute la période, qui a augmenté en fin de période, 2018-2019. C'était sous l'effet d'une décision fiscale, vous le savez, puisque sous le mandat précédent, l'équipe municipale avait décidé de mettre en place une augmentation du taux de taxe d'habitation en 2018 de plus 10%. Donc ça a généré effectivement un peu de rattrapage en marge d'épargne sur la période. Vous le savez aussi, en 2020, cet effet taux a été totalement annulé. Donc on l'a perdu. Ce qui a fait encore progresser nos marges d'épargne, finalement, c'est le contexte sanitaire. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il génère plutôt, je dirais, des pertes de marge d'épargne, eh bien, vous voyez que ça n'a pas été le cas chez nous, puisque nous avons plutôt, sur ces 2 années, eu des pertes de ressources, certes, mais nous avons aussi eu des non-dépenses liées à un fonctionnement du service public qui était un peu au ralenti. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, en 2021, le gros pic en 2021, c'était surtout cet effet recette exceptionnelle qui venait fausser un petit peu, je dirais, notre niveau d'épargne par rapport au fil de l'eau. Alors en 2022, on le voit, on a déjà une forte diminution de nos marges d'épargne et on revient finalement en 2022 sur un niveau de marge d'épargne qui est plutôt comparatif à l'année 2018-2019. D'accord ? Par contre, signe des temps, ça veut dire qu'on a déjà subi une augmentation forte de nos dépenses en 2022 et qui, elle, restera structurelle compte tenu d'une inflation forte et plus encore compte tenu d'une forte évolution des coûts énergétiques qui a été subie en 2022, mais qui sera bien amplifiée en 2023 et probablement les années suivantes. Donc, une petite contraction de nos marges d'épargne. Pour le donner en chiffres, l'épargne brute, donc l'épargne brute, c'est ce trait haut, ici, pardon, au-dessus de l'histogramme bleu. L'épargne brute s'établit à fin 2022 à 1 265 000 euros. C'est toujours 17% des recettes réelles de fonctionnement. C'est plutôt un bon niveau d'épargne. Il était sensiblement supérieur en 2021, 1 671 000 euros. Et en 2019, 1 324 000 euros. Voilà, on retrouve un petit peu les bases de marge d'épargne comparables à l'année 2019. Alors, un mot sur les dépenses d'équipement. Donc les dépenses d'équipement, c'est notre programme d'investissement. Vous avez ici, sur la période 2019 à 2022, le niveau des dépenses d'investissement supportées par la commune. On était à 3 089 000 en 2019, 2 357 000 euros en 2020, 2 487 000 euros en 2021, et nous devrions clôturer l'année 2022 sur un peu plus de 2,5 millions, 2 505 000 euros de dépenses d'équipement. Donc on reste sur un niveau de dépenses d'équipement qui est assez soutenu pour la commune.
Si je fais la moyenne sur les 4 dernières années, on a réalisé en moyenne 2 610 000 euros d'investissement par an. Donc c'est intéressant de se mettre ce montant-là en tête, parce qu'on verra tout à l'heure, quand on testera une approche prospective, comment se présentent à nous les prochaines années. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur la période, vous l'avez ici, on a eu plutôt des très bons taux de subventionnement. Vous voyez qu'on a eu un peu plus de 500 000 euros, 575 000 euros de subvention en 2019. On a frôlé 730 000 euros, presque 790 000 en 2021. Et à nouveau, 783 000 euros de subvention en 2022. C'est l'effet notamment d'un programme important, vous le savez, la construction de la nouvelle médiathèque qui a été plutôt très bien soutenue financièrement sur la période. Mais aussi de toutes les opportunités de financement qui se présentent à nous depuis 2020, dans le cadre notamment du plan de relance. Voilà. Alors ce qu'on peut dire en moyenne, 2,6 millions sur les 4 dernières années. Comment on les a financées, ces dépenses? Prioritairement, on les a autofinancées, c'est-à-dire qu'on les a financées par les marges d'épargne dont je parlais tout à l'heure. Cet autofinancement, on a su dégager en moyenne sur la période 43% de nos dépenses d'équipement ont été autofinancées. Les subventions en moyenne sur la période, c'est un peu plus de 27%. La récupération de la TVA, ce que l'État reverse aux collectivités locales, pourvu que ça dure, c'est un peu plus de 12,4% en moyenne. D'autres recettes que je ne détaille pas, 10,5%, parmi lesquelles la taxe d'aménagement. Et puis finalement l'emprunt, vous le voyez, le recours à l'emprunt sur la période a été plutôt modeste, puisque nous n'avons contracté sur ces 4 années que 650 000 euros de dettes nouvelles. On peut s'en satisfaire, et on le verra tout à l'heure, c'est ce qui explique qu'on ait une dette communale très faible, très maîtrisée. Donc, si on veut le lire en dynamique dans le temps, quelques capacités à nous endetter pour les prochaines années. 650 000 euros, c'est 6% en moyenne du financement des investissements sur les 4 dernières années. Alors, bon, là, c'est la partie, finalement, représentation graphique de ce que je viens d'exprimer, hein, donc je ne vais pas le détailler. Les dépenses ici en violet, et puis chaque année, en rouge, l'évolution de notre autofinancement, l'épargne nette. En bleu, les autres ressources propres. En vert, les subventions. Et l'année où on a contracté de l'emprunt, ici, en jaune, en 2021, dans un contexte de taux particulièrement faible. Vous voyez qu'en 2021, on a mobilisé de l'emprunt alors qu'on a surmobilisé l'emprunt. On n'avait pas besoin de le mobiliser puisque les dépenses étaient inférieures aux recettes. Mais si on l'a fait et qu'on l'a anticipé en 2021, c'est parce que nous avions à l'époque des taux de financement inférieurs à 1%. Aujourd'hui, les taux d'endettement sur 15 ans sont plutôt autour de 3,2%, voire de 3,2 à 3,8%. Il y a eu une forte remontée des taux. Donc on est plutôt content d'avoir mobilisé de l'emprunt avant que les taux n'aient remonté significativement. Alors la dette, à fin 2022, vous le voyez, en début de période, on avait un stock de dette. À fin décembre 2019, nous avions 3 245 000 euros de dette à rembourser sur les prochaines années. À fin 2022, on a un stock de dette de 2 930 000 euros. Donc on le voit, notre dette est plutôt stabilisée sur la période, voire un peu inférieure en 2022 à ce qu'elle était en 2019. Il y a un ratio qu'on doit regarder quand on fait des orientations budgétaires et qu'on doit regarder parce qu'il traduit une bonne santé financière de la collectivité. Si on compare nos marges d'épargne brutes, c'est-à-dire ce qui nous reste, le reste à vivre quand on a payé tous nos coûts de fonctionnement, comparativement aux recettes, si on compare cette épargne brute au stock de dette, eh bien en combien d'années finalement on mettrait à rembourser notre dette? Si on consacrait la totalité de la dette au paiement de la dette, en combien d'années on la rembourserait? Chez nous, vous le voyez sur la période, c'est 2,3 années. Donc c'est plutôt un très bon ratio, très favorable. En analyse financière, je vous le dis régulièrement, vous le savez, à partir de 7-8 ans de désendettement, il faut commencer à faire un peu attention. Ça veut dire que là, on commence à être un petit peu sur des niveaux de dette conséquents. Au-delà, eh bien, on n'est même pas sûr que le banquier nous prête. Donc c'est un ratio qu'on regarde. On se satisfait d'avoir une situation de faible endettement. Pour autant, on verra que en mécanique prospective, pour 2023 et les années suivantes, il risque d'en être autrement.
Alors, pour évoquer l'année 2023, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore sur le vote du budget, et le vote du budget, pour nous, est assez compliqué, pour nous comme pour toutes les collectivités. Parce qu'on l'a dit, hein, on a un contexte où on a beaucoup d'éléments qui nous échappent, parmi lesquels la générosité de l'État aux collectivités locales, j'en dirai un mot, mais au-delà aussi, eh bien évidemment, une inflation qui, vous l'avez vu, a été particulièrement forte en 2022, et plus encore, nos inquiétudes, comme tout le monde, c'est l'évolution d'une facture énergétique. Alors, sans faire une lecture, je pense que les éléments sont assez détaillés dans le rapport. Les faits marquants que je signalerai ce soir, nos recettes attendues. On l'a dit tout à l'heure, nous allons avoir une évolution des bases décidée au plan national, ce n'est pas une décision locale. La revalorisation forfaitaire des bases va être particulièrement forte en 2023, 7,1%. En clair, ça veut dire que l'impôt de tout le monde va augmenter de 7,1% en 2023. Bon. On peut s'en satisfaire pour la dynamique fiscale du budget communal. On peut émettre quelques réserves quant à l'impact que cela aura sur le budget des ménages, dans un contexte de forte inflation. Donc cette évolution forte, elle va se traduire par une recette fiscale estimée autour de 4 468 000 euros, plus 327 000 euros de recettes. 7% d'augmentation des bases produisent 327 000 euros de recettes fiscales pour le budget 2023. La dotation globale de fonctionnement, elle évolue un petit peu. Je vous ai dit tout à l'heure que l'État, au niveau national, gelait ses concours. Ce n'est pas vrai. Pour 2023, il fait une exception à la règle. Il augmente globalement les concours de la DGF de 1,7%. Il y a aussi un petit effet population recensée qui va générer un petit effet produit, fort modeste, 25 000 euros. Enfin, on prend. Cette DGF, je l'ai dit, l'État a fait une exception, ce qui n'était pas arrivé depuis 13 ans. Il a décidé d'augmenter un peu plus que le simple gel. Bon, on va pas crier au scandale. On va simplement rappeler que la demande des associations d'élus au niveau national, c'était que l'État indexe la DGF. L'effort de l'État, c'est 320 millions. L'effort attendu des élus locaux au plan national pour que l'État intègre l'inflation subie au niveau local était de l'ordre de 800 millions. Les élus locaux n'ont pas été entendus par le gouvernement dans le cadre du vote de cette loi de finances. Les autres recettes de fonctionnement, les DMTO, j'en ai parlé tout à l'heure, 545 000 euros constatés en 2022. Vous voyez qu'on est plutôt sur une hypothèse prudente pour 2023. On tablerait plutôt sur un niveau de ressources de l'ordre de 475 000 euros, donc en diminution de 70 000 euros. Les autres recettes de fonctionnement, toutes les autres recettes et principalement les redevances usagers du service public, cantines, médiathèques, etc., eh bien on tape sur une évolution inférieure à une inflation prévisionnelle, puisque là, ce sont les décisions tarifaires que nous avions adoptées en décembre. Et vous savez que dans certains cas, nous avions plutôt calé nos tarifs à la hausse autour de l'inflation prévisionnelle, quand dans d'autres, selon certains secteurs et certaines politiques publiques, nous avions plutôt décidé un gel des recettes. C'était le cas pour les cantines scolaires, où nous travaillons quasiment à recettes constantes, dans une logique de mise en œuvre et d'amplification de la tarification sociale, ou pour la culture, ou par exemple sur la médiathèque, il n'y a pas eu d'évolution des tarifs, il n'y aura pas d'évolution des tarifs en 2023. Donc globalement, on aura une ressource qui évoluera moins que l'inflation prévisionnelle. Côté dépenses, on n'a pas tout à fait la même tendance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2022, on a déjà subi une augmentation significative de la masse salariale, 7,2%. On va la retrouver mécaniquement en 2023. Je parlais de l'évolution de la valeur du point tout à l'heure, elle n'était que sur 6 mois, mécaniquement, on va l'avoir sur 12 mois en 2023. On va aussi avoir une petite surprise au détour de la proposition de réforme des retraites. Nous avons découvert innocemment que Mme Borne avait délicatement introduit dans sa réforme une augmentation de la cotisation retraite employeur public. Que public? Pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a pas eu de concertation des élus locaux, mais ça représente un effort possible de 3,3%. C'est un peu cavalier. Mais c'est ce qu'on apprend là en février, sans que c'était été un élément de débat dans le cadre de la discussion loi de finances. On aura d'autres mesures statutaires en année pleine, comme l'alignement de certains salaires agents de catégorie C sur le SMIC, les mesures statutaires catégorie B et C, j'y reviens pas. On aura un effet glissement vieillesse, technicité, avancement de carrière des agents qu'on estime autour de plus 1,5% à minima.
Et on a aussi, en lien avec notre nouvelle administration, quelques perspectives d'arbitrage, de création de postes. Vous savez qu'on a créé 2 postes qu'on a votés l'an dernier en juillet, et nous faisons le constat que pour arriver, je dirais, sur un projet d'administration qui nous satisfasse davantage encore, nous étudions la possibilité de créer 2 postes supplémentaires. Je dis nous étudions, vous voyez la prudence de mon propos, dans un contexte où on a un contexte financier qui se dégrade quelque peu. Nous avons aussi une autre perspective que nous souhaitons travailler, c'est la remise à plat et la réévaluation du régime indemnitaire des agents. Nous avons eu des obligations imposées en 2017 de mémoire de mettre en place ce qu'on appelle le RIFSEP, le régime indemnitaire forfaitaire en quelque sorte, pour les agents du service public. C'est une bonne chose, ça a permis de clarifier un peu le régime indemnitaire des agents. Par contre, nous avons fait le constat ces 2 dernières années qu'à Moëlan, nous n'avons peut-être pas été au bout d'une logique et qu'il est de bon ton de travailler ou d'envisager avoir une véritable reconnaissance indemnitaire pour des agents qui ont des missions spécifiques. Alors que pour l'instant, les choses sont plutôt, je dirais, regardées par catégorie de poste. Nous pensons qu'il faut le retravailler et avoir véritablement une reconnaissance indemnitaire à des agents qui ont des sujétions de service public particulières ou qui ont un temps de travail particulier. Voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on va pousser cette année en lien avec notre direction générale des services. Et vous voyez que j'ai mis un point d'interrogation parce que tout ça, ça va représenter un enjeu financier. Donc nous verrons d'ici au vote du budget si nous l'actons le mois prochain au vote du budget primitif ou si nous aurons une clause de revoyure en cours d'année, le temps que nous ayons pu pousser nos réflexions. En tout cas, l'intention, c'est bien celle-là. L'orientation est bien celle-là, de travailler une remise à plat du régime indemnitaire. C'est aussi des éléments d'attractivité, ce n'est pas simplement travailler le régime pour le travailler. On fait le constat qu'on a beaucoup de mal à recruter sur certaines missions, sur certains postes. Pourquoi ? Parce que quand on a des gens avec une qualification et qui viennent, qui nous rencontrent en entretien, eh bien, ils nous disent « oui, merci, mais pas à ce prix-là ». Donc, il faut aussi travailler ce levier-là pour avoir véritablement la possibilité de recruter des personnes qualifiées. Et on voit bien qu'on a eu beaucoup de turnover sur certains postes au sein de cette collectivité, ce qui n'est jamais bon en soi. Alors, le véritable sujet, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien, les dépenses énergétiques. On avait annoncé l'an dernier, au mois de septembre, à l'occasion des assises citoyennes, que ce poste-là nous préoccupait beaucoup. On l'avait déjà évoqué dès le vote du budget 2022. Vous vous rappelez sans doute que nous avions fait nos orientations au mois de février et que le lendemain, on s'est tous réveillés, il y avait un conflit en Ukraine. Bon, ça changeait un petit peu et ça rend modeste et humble sur la clarté de mon propos ce soir et ma capacité à anticiper l'année 2023 et les suivantes. Toujours est-il que ces dépenses énergétiques, nous faisons aujourd'hui l'hypothèse budgétaire qu'elles augmenteront de 118% en 2023. Elles vont doubler. En septembre, je vous avais dit qu'elles pourraient augmenter plus significativement encore, et nous étions à l'époque sur une hypothèse d'une facture énergétique probablement multipliée par 2 ou par 3. Bon, ça représente, ce poste énergie représente 580 000 € de dépenses, plus 315 000 €, il va quand même falloir qu'on puisse amortir cette dépense. Est-ce que les dépenses énergétiques resteront à ce niveau structurellement ? On espère tous que non. On espère tous que non. Maintenant, je ne ferai pas non plus l'hypothèse qu'en 2023, ni a fortiori les années suivantes, en 2024 ou 2025, nous retrouvions un niveau de dépenses énergétiques plus conforme à ce qui était en 2021. Parce qu'on a un modèle qui, au niveau international, est particulièrement perturbé, déréglé, et qu'effectivement, le temps que l'État reconstruise une alternative énergie nucléaire, le temps que l'on construise des filières d'approvisionnement en gaz autres que vers la Russie, vous voyez bien qu'on n'y sera pas dans 2 ans, dans 3 ans. Donc structurellement, on le verra tout à l'heure, on fait l'hypothèse que ces dépenses énergétiques resteront à un niveau important. Maintenant, on fera une hypothèse prospective. On fait l'hypothèse qu'elle pourrait diminuer en 24 et 25, en 2024 et 2025, mais on ne table pas sur un optimisme forcené sur cette question-là. Plus 315 000 €, vous voyez que rien que l'évolution du poste énergie, c'est quasiment l'évolution de notre produit fiscal 2023. Les autres charges courantes, eh bien, nous avons demandé un cadrage au service et nous avons demandé au service de travailler, si ce n'est à budget constant, à budget le plus tenu possible. Et nous leur avons demandé également de nous faire remonter toutes les pistes d'économie qu'ils pourraient nous suggérer
bien évidemment, vu le contexte de réduction des marges d'épargne que l'on subit. Ça veut dire travailler à budget quasi constant, ça veut dire qu'ils vont intégrer une inflation qui était forte en 2022 et qui restera forte en 2023, et donc ils perdent là aussi quelques capacités budgétaires. Mais bon, on en est à effectivement demander un effort significatif à tout le monde. Et puis, ce n'est pas une spécificité moellanaise, c'est ce qui se passe partout. Alors, je quitte maintenant l'année 2023 et j'essaye de nous projeter pour les années 2023 et suivantes. Vous le comprendrez, j'ai déjà beaucoup d'incertitudes pour l'année 2023, j'en ai plus encore pour les années 2024, 25 et 26. Une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais j'y reviendrai, dans un contexte de réduction des marges de manœuvre, nous l'avions annoncé en septembre, nous allons envisager l'option fiscale. Voilà. Cette option fiscale, nous en avons débattu, nous avons écrit des choses dans ce rapport d'orientation budgétaire, vous le savez. Nous avions fait l'hypothèse qu'en 2023, nous serions éligibles à la possibilité ouverte fin d'année 2022 par la loi de finances, qui consiste à autoriser les collectivités, les communes qui sont les plus concernées par une pression immobilière forte, à augmenter, à majorer la cotisation de taxe d'habitation des résidences secondaires. Rien de nouveau à cela, c'est une mesure qui a été mise en place en 2017, mais qui ne concernait que 1132 communes au plan national. En 2023, par amendement parlementaire, il a été proposé d'élargir cette possibilité de surtaxer en quelque sorte les résidences secondaires pour 4000 communes supplémentaires. Nous avions le bon espoir, Moëlan-sur-Mer étant une commune particulièrement concernée par le phénomène de résidentialisation, puisqu'on a presque 30% de résidences secondaires sur notre territoire communal, nous pensions être éligibles à ce levier fiscal. C'était sans compter sur les facéties gouvernementales du moment, puisque nous en avons discuté en commission ressources mercredi dernier. Je crois qu'on était presque d'accord aussi sur cette philosophie de travailler. Vous étiez presque, on pouvait avoir un débat sur le niveau de l'effort et le niveau de la majoration que nous pourrions envisager, mais sur le fondement même de travailler ce levier fiscal, finalement, il ne semblait pas nous opposer frontalement. Bien. Et puis finalement, cet effort fiscal demandé à quelques contribuables sur les résidences secondaires nous permettait, nous, de retrouver aussi un effort et une ressource fiscale, nous permettant, nous, de financer beaucoup de nos actions communales, et notamment le travail et l'axe de travail que nous avons sur la mixité du logement. Proposer plus de logements, du logement social, à des ménages qui ont bien des difficultés à trouver à se loger aujourd'hui sur notre commune. Donc ça nous a semblé plutôt pertinent de travailler ce levier-là. Bien sûr, c'est jamais simple, une décision fiscale, ça fait jamais plaisir ni aux élus locaux, ni aux administrés de payer plus d'impôts, mais nous aurions assumé cette responsabilité-là et cette vision fiscale. Nous avons juste appris, jeudi midi, eh bien que finalement, là où le gouvernement, à titre exceptionnel, nous autoriserait à délibérer, si nous étions dans le décret parmi les 4000 communes nouvellement concernées par le dispositif, eh bien, d'un coup d'ardoise magique, le jeudi midi, cette possibilité était reportée sine die à 2024. Comment dire, vous m'autoriserez à être très prudent, encore et toujours plus prudent sur ces orientations budgétaires, parce qu'on navigue un peu à vue dans un contexte où l'État fait un peu ce qu'il veut, et un peu la sourde oreille aux difficultés des élus locaux. Je le dis, et là, je dirais même que c'est toute majorité politique confondue. Je prends l'exemple de la commune de Saint-Malo. Le maire de Saint-Malo a clairement annoncé à sa population qu'il augmenterait cette cotisation taxe d'habitation résidence secondaire de 45%. Pas facile à faire quand on est élu local d'annoncer une telle orientation fiscale, mais annoncé, porté par voie de presse et assumé. Bon, je le laisse maintenant expliquer à ses administrés qu'il n'en sera rien. Voilà. Donc c'est pas très sérieux cette façon de faire. Quand la loi de finances nous offre un levier et qu'on espère pouvoir l'utiliser, eh bien finalement 2 mois après on nous l'enlève. Signe des temps. Voilà, je reviens maintenant. Alors, pour un travail de prospective, je ne serai que prudent. On vous l'a dit en commission la semaine dernière, ce contexte financier particulièrement déréglé nous impose, nous comme toutes les communes, être résolument optimistes. Comment dire, nous avions un PPI, nous sommes en train de l'actualiser, parce qu'un PPI, il faut l'actualiser, sauf qu'aujourd'hui,
dans un contexte de forte réduction de nos marges de manœuvre, il va falloir qu'on se dise quel est le niveau d'investissement soutenable pour 2023 et les années suivantes. Et pour quelle stratégie fiscale? Sachant qu'on avait une option la semaine dernière, on n'en a plus. Bon. Donc tout ça m'a amené à être très prudent dans l'écrit et la production du rapport, et encore plus aujourd'hui. Donc comment on a procédé pour essayer de projeter notre capacité à investir? Eh bien, tout simplement, on est parti du dernier PPI, Programme pluriannuel des investissements, que nous avions travaillé en fin d'année 2021. Et vous le voyez ici, ces programmations nous amenaient sur des niveaux d'investissement globalement de 2,8 millions en 2022. On voit qu'on a clôturé plutôt autour de 2,5 millions, 3 millions, presque 4 millions en 2023, 2 millions, 2 millions, 3,5 millions. Bref, faisons moyenner sur l'époque. Sur la période, nous aurions eu un niveau d'investissement de 2 885 000 euros. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'année 2023, on a déjà pris un certain nombre d'arbitrages, et les projets que vous voyez à l'écran derrière moi, l'aménagement de la rue Pontarlier, 751 000 euros, la réhabilitation du jardin public, 355 200 euros, la réhabilitation de la crèche pour 155 000 euros, la création d'un potager public pour 55 000 euros, de l'achat de matériel, balayeuses et tractopelles pour environ 250 000 euros, d'autres dépenses, le 1% culturel, et des inscriptions d'office pour des montants moins significatifs. Nous avons déjà, pour 2023, un niveau d'investissement que nous estimons à 1 383 200. Celui-là, nous le voterons de manière certaine, puisque nous avons déposé des demandes de financement. Pour tout le reste, il va falloir qu'on procède à des arbitrages. Et le temps des arbitrages, c'est les semaines qui viennent. Et puis, ce sera le budget primitif qu'on vous présentera dans un mois. Alors, je reste quand même, malgré tout, puisque nous avons quand même bon espoir en tant que collectivité locale de pouvoir continuer à investir pour le territoire. On a quand même une demande assez forte sur un certain nombre de projets et que nous entendons pouvoir dérouler. Je prends simplement cette référence de 2,9 millions en moyenne et on va la tester en hypothèse prospective à horizon 2026. L'exercice, je vous l'ai dit, est plus que périlleux, mais il s'agit bien pour nous de faire une hypothèse de travail au moment des orientations budgétaires. Alors, je vais prendre mes notes parce que je risque de me perdre autrement dans les chiffres. Voilà, vous voyez qu'ici, on a testé en 23, 24 et années suivantes le même niveau d'investissement tous les ans, 2,9 millions, ce qui correspondait peu ou prou à la moyenne de nos coûts projets recensés. Avant inflation, bref, mais on teste par hypothèse 2,9 millions. Vous voyez que, compte tenu de ce qu'on a évoqué, une forte évolution et un fort effet ciseau, une forte augmentation des charges de 22 et 23, énergie en tête, nous amènera à avoir moins de capacité d'autofinancement. Donc, on le voit sur la période, une épargne nette qui, structurellement, se situe proche de 900 000 euros à 1 million. Vous voyez qu'on va redescendre sur des marges d'épargne beaucoup moins conséquentes, qu'on va essayer de les stabiliser sur la période et qu'elles pourraient peut-être au mieux s'établir autour de 800 000 euros en fin de période, là où elles étaient plutôt supérieures à 900 000 euros, voire 1 million, de manière récurrente. Ici, nous avons fait l'hypothèse d'une utilisation du levier fiscal dès 2023. Bon, ça déjà, par rapport à ce que j'écrivais il y a une semaine, c'est déjà erroné. Nous faisons l'hypothèse de notre capacité, bien sûr, à continuer à percevoir de la récupération de TVA, de la taxe d'aménagement, c'est ce que vous voyez en bleu, donc de manière à peu près équivalente chaque année. Des financements, on table sur un taux de financement de l'ordre de 15 à 16% en moyenne sur la période. À nous d'être bons et d'aller capter les opportunités de financement qui se présenteront à nous. Et puis, vous le voyez, pour financer finalement 2,9 millions d'investissements, là où on était en moyenne sur les 4 dernières années à 2,6 millions, vous voyez que chaque année, on va devoir emprunter. On va devoir emprunter là où, sur les 4 dernières années, nous n'avions emprunté qu'une année et qu'à hauteur de 650 000 euros. Donc, pour faire court et pour conclure sur cette partie, si nous étions dans ce schéma prospectif, nous aurions, à la fin de la période, un doublement de notre encours de dette. Nous emprunterions au global pour financer 2,9 millions sur ces 1, 2, 3, 4 années. Nous aurions un emprunt globalement sur la période de 2,9 millions. Donc finalement, une dette multipliée par 2. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait peu de dettes. Donc finalement, on serait en fin de période sur une dette qui représenterait un délai de remboursement moyen de l'ordre de 4 à 5 ans. C'est le scénario qui nous apparaît raisonnable, soutenable.
Maintenant, je le redis, et j'insiste bien sur ce point, particulièrement incertain en ces périodes troubles. Alors, je vais peut-être dire un mot rapidement des budgets portuaires. Je n'ai pas prévu d'infographie sur le sujet, mais ça figure dans le rapport d'orientation budgétaire. Donc, sur les budgets annexes de nos 3 ports, ce que je soulignerai à l'oral simplement, c'est que nous avons plutôt eu une mise à niveau des tarifs et plutôt une bonne dynamique tarifaire en 2022 et que nous comptons la conserver en 2023 et les années suivantes. Maintenant, ces ressources, budget annexe portuaire, au moins pour Mérien et le port de Mérien et le port de Brignoud, nous offrent des possibilités à investir, malgré tout modestes. Je n'apprends rien ici. Nous avons une situation sur ces 2 budgets annexes qui est un peu tendue. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, sur le port de Mérien, toutes choses égales par ailleurs, nous serions en capacité d'investir de l'ordre de 6 à 7 000 euros par an. Sur le port de Brignoud, de l'ordre de 15 000 euros par an. Il reste le port du Bellon. Le port du Bellon, on a une situation financière un peu meilleure, préservée, qui, elle, nous permet d'envisager notamment un investissement en 2023, l'ère de carénage, 2023-2024. Il y aura un glissement sur ces 2 années, pour un budget globalement de l'ordre de 178 000 euros. Et puis, quelques perspectives d'investissement, modification du ponton visiteur annexe, peut-être la mise en place d'une vidéoprotection, et puis également des signalétiques, du balisage pour l'accessibilité du site. Voilà, je n'en dirai pas forcément beaucoup plus sur les budgets portuaires. Alors, je reprends ici à l'écran finalement les conclusions qui étaient les nôtres il y a une semaine. Ce contexte d'incertitude, il nous impose évidemment une logique de maîtrise de l'évolution de nos charges de fonctionnement, notamment pour contenir au maximum la facture énergétique. Ce qui veut dire que nous continuerons à demander à nos services municipaux de faire des efforts de gestion tous les ans. Nous avons bien sûr évoqué la question du renforcement des effectifs qui nous apparaît nécessaire. Maintenant, on le fera évidemment avec une logique permanente de recherche d'efficience des services publics et du niveau de service rendu à la population. On doit l'appréhender avec d'autant plus de précautions que, vous le voyez bien, on ne maîtrise pas complètement notre destin fiscal. Donc, c'est le trait d'après. J'avais mis activation du levier fiscal en 2023 avec une option majoration de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Selon un décret à paraître, il ne paraîtra pas. Pas tout de suite. Donc, on peut rayer cette ligne-là. Alors, globalement, sur cette logique fiscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas la possibilité d'aller vers une cotisation majorée résidence secondaire, il nous reste finalement un seul impôt, c'est le foncier bâti. On ne s'y résoudra pas pour 2023. Nous aurions pu avoir une logique mixte, d'avoir une contribution particulière sur la résidence secondaire et peut-être un effet taux plus modéré sur le foncier bâti. Ne pas pouvoir activer cette année la majoration de cotisation des taxes sur les résidences secondaires nous amènerait, toutes choses égales par ailleurs, par rapport à un produit recherché, ne serait-ce que pour combler par exemple cet effet facture énergétique, 300 000 euros, ça voudrait dire 7% d'augmentation des taux, dans un contexte où les bases augmentent de 7%. Ce n'est pas l'option que nous prendrons pour 2023. Voilà. Donc on va devoir redébattre de ce point-là et on réglera les choses d'ici à l'adoption du budget primitif dans un mois. Ça veut dire aussi que si on ne prend pas une option fiscale, faute de lisibilité, merci Madame la Ministre, ça veut dire qu'on reportera cette option fiscale probablement en 2024. Donc on aura le temps aussi de rendre les choses, et on essaye de faire beaucoup d'explications et de pédagogie sur ces questions-là. Il faut que nos administrés entendent bien qu'on ne travaille pas à des questions fiscales de gaieté de cœur. C'est toujours le dernier levier que l'on regarde pour financer et régler une mécanique budgétaire. Maintenant, dans le contexte que nous traversons, et parce que nous ne voulons pas non plus renoncer à tous les investissements que nous avons programmés, nous aurons évidemment à travailler cette option fiscale, probablement désormais pour 2024, pour attendre de savoir ce que nous pourrons faire éventuellement en cotisation, taxe d'habitation, résidence secondaire. Bon, le réaménagement des annuités de la dette, je passe, c'était un petit peu redondant par rapport à la dernière. Et nous avons aussi, vous l'avez compris, on a dit que notre optique se tourne désormais sur un niveau d'investissement qui pourrait être de l'ordre de 2,9 millions par an. Eh bien, il va falloir qu'on repriorise un certain nombre de nos projets d'investissement si nous ne voulons pas laisser une situation financière exsangue à fin 2026. Alors, vous l'aurez compris, mon propos ce soir était un petit peu amer sur certains points.
et notamment sur ce qu'il est convenu d'appeler la volonté gouvernementale d'établir un contrat de confiance. Je n'invente pas les mots, ce sont les termes. Le gouvernement actuel veut établir un contrat de confiance avec les élus locaux que nous sommes. Je noterai simplement que beaucoup d'élus, au moins à l'occasion du Congrès des maires, ont eu la possibilité de lui signifier que ce contrat de défiance leur semblait plutôt être un contrat de défiance, clairement, et que l'État n'a pas franchement entendu l'appel des élus locaux à soutenir leur action au niveau local. Il y a eu des mesurettes, hein, on ne va pas les nier. L'État a mis en place un filet de sécurité. Bon, 430 millions. Pourquoi pas? Qui aura droit à ce filet de sécurité? C'est une vraie usine à gaz, on verra. L'État a mis en place quelque chose d'un peu mieux, un dispositif amortisseur de la facture électrique. Uniquement l'électricité, pas le gaz. Bon, mais on prend, hein, on prend. Ça permettra effectivement de limiter l'impact à la hausse de la facture énergétique en 2023. Qu'est-ce qu'il en sera au-delà? Nous ne savons pas. Et puis, je note quand même que, et ça c'est notre ministre Bruno Le Maire qui le dit, il y a quand même une volonté. C'est celle qui a été sous-tendue par la loi de programmation des finances publiques. On a quand même un gouvernement qui, en juillet dernier, et depuis lors, n'a de cesse de dire il faut que les dépenses des collectivités locales augmentent moins que l'inflation. Est-ce que c'est sérieux dans un contexte où on va subir une augmentation de l'énergie de 100%, de plus de 100%? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Qu'est-ce qu'on cherche au niveau national? On cherche absolument à faire des élus locaux, des sous-traitants de l'État qui seront chargés de démanteler le service public local? Ce n'est pas vraiment ce à quoi on veut se résoudre, nous. Et puis, je me permettrai, et je conclurai là-dessus, de dire que, eh bien, finalement, on a eu 30 ans de mouvement de décentralisation assez fort dans ce pays, et je note quand même que depuis 2010, si on ne reparle pas de recentralisation, en tout cas, on parle de tutelle financière. Monsieur le maire invite les élus locaux à passer au peigne fin leurs dépenses locales. Voilà. Je vous remercie. Merci pour ce très bel exposé. C'est vrai que l'optimisme n'est pas de mise ce soir, mais bon, nous sommes obligés de nous adapter. Donc là, on doit passer au débat. Donc on vous laisse la parole. Oui, monsieur Guivarch. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire une lecture du rapport d'orientation budgétaire un peu différente de l'adjoint aux finances et donc une analyse également différente. Tout d'abord, ce rapport d'orientation budgétaire souligne une situation financière, et vous l'avez dit, de la commune saine à fin 2022, une dette maîtrisée et une épargne brute en 2022 d'1 265 000 intéressante, mais qui sera en baisse dans les prochaines années. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est une dotation globale de fonctionnement à 1 343 000 euros, quasi constante en euros. Mais il faut être assez honnête quand même et rajouter les subventions versées à hauteur de 783 000. Tout ça, c'est de l'argent de l'État et ça fait quelque chose de 2,1 millions quand même qui arrive dans les caisses de la commune. Un impact de la crise énergétique et de l'inflation sur les charges de fonctionnement courant limité au niveau de l'inflation en 2022, 5,9%. Des charges de personnel en hausse de 7,3% sous l'effet des mesures prises par le gouvernement, mais aussi des choix locaux et des recrutements effectués localement, et qui représentent à peu près 58% des charges de fonctionnement courant, quand la moyenne de la strate est à 52,7%. Ce poste, charge de personnel, pèse 30,5% du budget, quand dans les communes moyennes, enfin les communes identiques, la moyenne est plutôt aux alentours de 25%. Pour 2023, je soulignerai quelques points en matière de fiscalité directe, donc la revalorisation des bases automatiques, la revalorisation automatique des bases d'imposition à 7,1%, qui rapporte donc 327 000 euros, vous l'avez dit. Ça couvre quasiment l'augmentation, ça couvre totalement même l'augmentation de la crise énergétique de 315 000 euros que vous avez annoncé. On a bien compris que le PPI va être ajusté, mais dans ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, dans un contexte difficile, vous avez fait un choix de maintenir une politique volontariste en termes d'investissement, avec en 2023, dans votre tableau, des investissements à hauteur de 3,9 millions d'euros, peut-être qu'ils seront revus à la baisse, mais ils sont aujourd'hui inscrits à 3,9 millions d'euros. C'est quand même 50% de plus que la moyenne de ces 4 dernières années, qui était de 2,6. C'est quand même très important. Et donc, vous l'avez dit, 1,4 million sont déjà fléchés. Donc, on a vu dans les
dans les petits projets. Vous avez engagé une réflexion pour recruter en 2023 1 à 2 ETP supplémentaires et pour distribuer davantage de primes aux agents afin d'améliorer l'attractivité de la commune. Pour mettre en œuvre cette politique, la semaine dernière, vous aviez 2 leviers. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, on l'a bien compris. C'est donc augmenter les taux d'imposition sur les résidences principales et donc rogner encore un peu plus sur le pouvoir d'achat des propriétaires moulannais. Ce qu'on peut rajouter également, et vous ne l'avez pas dit, c'est qu'au niveau international et national, les coûts d'électricité et du gaz ont été divisés par 4 depuis août et septembre dernier. C'est quand même important, même s'ils restent 2,5 à 3 fois plus forts que ceux observés avant la crise. Que la désinflation également amorcée aux États-Unis depuis 2 mois se confirme et qu'elle devrait vraisemblablement arriver en Europe avant la fin du printemps. En tout cas, c'est l'avis de tous les experts et en particulier de la BCE qui donc a revu ses taux à la hausse de 50 points en début février et qui les reverra également en mars avant une pause prolongée. Pour autant, la croissance, vous l'avez dit, restera faible en 2023 à cause d'une demande privée et publique faible. Compte tenu de tous ces indicateurs, il serait sans doute bon de faire un peu le dos rond en 2023, en continuant d'investir mais en restant dans la moyenne des années passées, c'est-à-dire moins 1,3 par rapport aux chiffres 2023 de votre PPI. Surtout qu'en 2024 et en 2025, vous avez des investisseurs moindres. De limiter la hausse des charges de personnel à celle résultant des mesures gouvernementales et de la hausse du glissement, vieillissement, technicité, et de poursuivre les mesures visant à limiter la hausse du reste des charges de fonctionnement. Si l'investissement est revu à la baisse, comme on le préconise, donc dans la moyenne des 4 dernières années, et si la hausse des charges de fonctionnement est bien maîtrisée, il n'y a sans doute pas besoin d'augmenter les taux des impôts locaux pour les Moulannais, car une hausse aurait pour effet de rogner encore un peu plus leur pouvoir d'achat, alors qu'ils sont les seuls à supporter pour l'instant la hausse mécanique de 7,1. Je prends acte de vos propos. 2 petites corrections quand même. Le PPI que j'ai présenté ici, c'était l'avant. On n'a pas dit que c'est le niveau. Vous dites qu'on va investir 4 millions en 2023. C'est ce qu'on avait projeté fin 2021. Et j'ai bien mis ici, point d'interrogation. On est en train justement de faire des arbitrages budgétaires. Et effectivement, on n'est pas des gens irresponsables, je vous rassure. On ne va pas endetter la commune au-delà du raisonnable. Même si parfois vous nous pressez vous-même dans vos rangs de nous dépêcher à mettre en œuvre un certain nombre de nos idées. Je note l'impatience notamment à travailler un sujet comme la restructuration de l'école du Bourg, sur des volumes financiers supérieurs à 10 millions. Donc vous comprendrez qu'on soit un peu prudent quand même sur des sujets comme ceux-là qui sont importants, qu'il faut travailler, prendre le temps de concerter. Voilà, donc non, on n'ira probablement pas à hauteur de 3,9 millions en 2023, évidemment. Voilà, d'autant moins que je le rappelle que nous avions une option fiscale, que nous ne l'avons plus immédiatement. Donc, évidemment, ce qui est sûr, par contre, c'est que nous avons déjà pris un ticket à hauteur d'1,4 million. Voilà. Bon, les dépenses de personnel, on pourrait en discuter des heures. Je ne sais pas où vous avez été chercher vos sources, mais je n'ai pas les mêmes. Je suis désolé de vous le dire. Non, des communes de notre strate ne sont pas à 30% en majorité de charges de personnel. Moi, je vais vous donner un ratio. Soit 25. Très bien. Je vais vous donner un ratio, Monsieur Guivarch. Il va sans doute vous surprendre. Pourtant, il est écrit dans le ROB, mais vous n'avez pas voulu le voir, celui-là. C'est la DGCL, Direction Générale des Collectivités Locales. Elle rapporte les charges de personnel par habitant. Bon, jusqu'alors, on se comprend. On est sur un niveau de charge de personnel par habitant pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants. Nous, à Moëlan, c'est 442 € par habitant en 2021. Ah, je n'ai pas la moyenne 2022, je vous la donnerai en temps utile l'an prochain. La moyenne nationale de la strate, la même strate, 553 € de dépenses de personnel par habitant. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même analyse du poste dépenses de personnel. Je rappelle aussi qu'on a une crèche municipale et que ça génère des postes particuliers pour une commune comme la nôtre et que ce n'est pas forcément une tendance qu'on retrouve dans toutes les communes de cette strate démographique. Voilà. On prend les chiffres que l'on veut et on leur fait dire ce qu'on veut. On n'a pas les mêmes chiffres. Je crois qu'on ne s'entendra pas beaucoup sur le sujet au cours de ces prochaines années, malheureusement. Bon, en tout cas, moi, c'est un ratio, il peut être vérifié, il est en ligne sur le site de la DGCL. Je ne l'invente pas, vous le connaissez sans doute autant que moi. Que dire de plus ? Vous dire qu'évidemment, on avance prudemment, oui. On veut garder le cap d'un optimisme en matière d'investissement, oui. On pense que c'est nécessaire, oui. On pense qu'accompagner le mouvement en faveur d'une politique du logement et d'aménagement qualitatif pour notre centre-bourg et au-delà, oui, on assumera cette responsabilité. Donc je ne partage pas vos conclusions un peu rapides, à mon sens, que nous n'aurions pas à utiliser le levier fiscal
Quant à votre analyse de l'évolution des coûts énergétiques, je crois que ça fait écho à une question que vous avez prévu de poser en fin de conseil, donc je vous y répondrai tout à l'heure. Moi, je voulais ajouter, quand vous évoquez le fait qu'on veuille recruter, bon, on n'a pas décidé de recruter, mais qu'on a ça en tête du personnel. En fait, pourquoi recruter du personnel? C'est pour qu'on ait du service de qualité. Le service de qualité d'un service public, mais ça profite à qui? Ça profite aux propriétaires, ça profite aux Milanais. Donc, on peut retourner dans l'autre sens. Est-ce que vous souhaitez qu'on ait un service dégradé? Si on a fait un audit, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait des choses à faire. Donc, et si on reprend l'audit, dans l'audit, c'est pas 2 postes ni 4 postes. C'était 7 postes qu'il fallait qu'on remette à niveau. Donc, vous voyez bien que là, ça me paraît complètement logique d'essayer de faire en sorte que le service public de Moëlan, que la collectivité fasse au mieux pour les Moëlanais. Voilà. Pour améliorer ou maintenir la qualité des services, il y a 2 options, soit augmenter le nombre de personnel, soit améliorer l'organisation. Je vous remercie beaucoup, mais nous sommes en train de revoir l'organisation. Et vous devez être bien sûr en être conscient, et vous avez déjà dû le voir même au niveau de la mairie. On revoit toute l'organisation. Donc là, je trouve que quand même un peu fort. C'est pas très... J'ai pas dit que c'était le seul levier. Non, on peut agir sur les 2 leviers. Mais merci, monsieur Guivarch. On n'a pas besoin de leçons, hein, vous savez, on sait faire. Hein. Très bien. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole par rapport au débat. Non, personne ne souhaite... non. Bon. Eh bien, écoutez, ça sera un débat très court. Donc, nous devons voter le fait que nous ayons débattu. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Alors, le point suivant de comment j'ai éteint mon ordinateur, c'est Gwenaëlle Herouet. C'est Laurent Bellec qui va vous présenter la demande de subvention du conseil départemental pour le jardin public. Oui, donc lors de la balade citoyenne organisée le 13 mai 2022 au jardin public, près de 80 personnes sont venues échanger avec la municipalité sur le devenir du Bel Endormi. Une 60aine de propositions ont été recueillies, 5 thèmes en sont ressortis: améliorer la qualité et le cadre de vie, donner encore plus d'attractivité au centre-bourg, valoriser l'espace naturel, proposer un lieu de loisirs et de détente intergénérationnel, encadrer l'usage du site et créer un véritable espace public en lien avec la nature. Le projet s'articule sur 3 axes: requalification et amélioration de l'espace public, rénovation du plan d'eau, aménagement d'un jardin sensoriel, d'une aire de jeu inclusive, etc. Le montant des travaux estimé est de 296 000 €, l'aire de jeu inclusive 50 000 €, la rénovation du bâtiment, c'est l'ancienne buvette des boulistes, 80 000 €, le jardin sensoriel 32 000 €, le curage du bassin 40 000 €. Vous vous rappelez qu'on a eu des incidents sur le bassin l'été dernier pour des problèmes d'oxygénation avec les plantes invasives. Le remplacement du mobilier pour 10 000 €, le remplacement de l'éclairage 25 000 €, l'élagage des arbres 15 000 €, le cheminement 35 000 €, et pour mettre tout ça en musique, une assistance à maîtrise d'œuvre. C'est pour 7 000 €. Le plan de financement proposé est le suivant: le Pacte Finistère 2030, volet 2, 120 000 €, soit 40,5% de la somme. Le reste à charge de la commune 176 000 €, soit 59,5% de la somme. Voilà. Merci Laurent. Donc, nous devons voter le fait de demander une subvention au département. Voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? L'unanimité, merci. Donc là, il y a une autre demande de subvention. Donc c'est Gwenaëlle Herouet, oui. Donc c'est quasiment la même demande de subvention qu'au dernier conseil municipal au sujet de la DETR. Cette fois-ci, c'est donc pour l'aménagement de la rue de Pont-Arler. Une demande au conseil départemental au titre du volet 1 du pacte Finistère 2030.
Donc, il s'agit de la requalification et l'amélioration de l'espace public, le développement des mobilités douces et de l'amélioration de la circulation douce et piétonne tout le long de la rue de Ponarlier. Voilà, donc il est sollicité auprès du conseil départemental donc une subvention de l'ordre de 345 000 €. Donc voilà, donc, nous devons donc voter le fait de demander une subvention. Monsieur Desfossés. J'ai fait deux. Ah, mais c'est très bien. Un demi-point. Un point en plus. Juste une petite question, Gwenaëlle. On en avait parlé en commission. Est-ce que tu as pu faire le point sur les problématiques de stationnement? Oui, on y travaille et effectivement, on est en contact avec les propriétaires. Pas d'autres remarques ni questions? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. On passe donc au dernier point avant les questions diverses. Ah pardon, je suis pressée, oui. La dénomination de voie. Gwenaëlle. Donc, il s'agit d'une nouvelle voie entre la rue de Pors-Moëlan et la rue de Calorette. Voilà, donc le lotissement du Clos du Pont, non, le lotissement du Clos de Moëlan. Voilà. La proposition, c'est de nommer la rue Simone Veil. Ça a dû être vu en commission. Donc nous devons voter pour la rue Simone Veil. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, merci bien. Donc là, nous passons au dernier point. La convention d'occupation domaniale. Oui, il s'agit de l'installation d'une antenne radio sur un pylône du stade. C'est pour vérifier les compteurs, des compteurs communicants de GRDF. Pour 120 compteurs, l'antenne émettra 2 fois par jour pour relever les compteurs. Et c'est une fréquence de 169 MHz, c'est-à-dire que c'est la même fréquence que la FM. Voilà. Donc, et ça sera soumis à redevance, forcément. Ils payent pour occuper le domaine public. Enfin bon, le calcul est assez compliqué, donc on verra combien ils vont nous donner à la fin de l'année. Oui, c'est un calcul d'apothicaire. Et qui ne sera jamais le même d'une année à l'autre. Donc. Eh bien voilà, nous avons terminé les points. Ah, ben décidément, je vais avancer, moi. Oui, il faut le voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Comme tout le monde est bien sage. Donc, maintenant, nous passons aux questions diverses. Les questions de Moëlan, une ambition commune, puisque Nathalie n'est pas là, donc il n'y a pas de questions. On y va. Donc, première question concernant l'information des administrés. Alors, le bilan des activités communales réalisées au titre de l'année civile 2021 n'est pas accessible sur le site officiel de la commune, site internet officiel de la commune. A-t-il été élaboré? Si oui, pourrait-il être mis en ligne prochainement? Sinon, pour quelles raisons la réalisation de cette synthèse très intéressante et utile a-t-elle été supprimée? Le RSU, donc le rapport social unique 2020, longtemps accessible sur le site internet de la ville, ne l'est plus depuis l'automne dernier. Pourquoi? Celui de 2021 n'y figure pas. Les listes des marchés publics conclus au cours des années 2010, au cours des années 2010 à 2019 sont accessibles pour tout à chacun. Celles des années 2020, 2021 et 2022, non. Ces retraits ou non-publications ne sont pas des gages de transparence. Pourriez-vous nous donner votre position à ce sujet? Alors, la question, ce n'est pas une question, c'est encore 3 questions dans la question. Vous êtes oui, mais... Mettez-moi moins 1. Voilà, je retire le point que je vous ai mis tout à l'heure.
Voilà. Alors, le bilan des activités communales, en fait, ce n'est pas une obligation réglementaire, hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas remis en ligne parce qu'en fait, là, je vais regarder M. Guivarch, nous sommes en réorganisation, n'est-ce pas? Réorganisation. Donc, pour nous, il convient de réfléchir beaucoup plus globalement au projet d'administration. Voilà. Ça rentre tout à fait dans ce que vous disiez tout à l'heure, aux activités réglementaires et opérationnelles réalisées par les services et choisir avec soin des indicateurs et des outils de suivi. Donc, comme toute démarche en lien avec les services, ce travail doit être le fruit d'une réflexion partagée, concertée et portée collectivement. Donc, c'est vrai qu'on est en réflexion pour voir comment on peut remettre ce bilan d'une façon ou d'une autre, sachant en plus qu'on a maintenant quelqu'un à la communication. Donc, voilà. Mais sachez que ce n'est pas du tout obligatoire. Certaines communes ne le font pas, certaines communes le font. Donc, on travaille dessus. Alors, je vais prendre la troisième question de la première question. Vous suivez ? La liste des marchés publics. Bon, là, effectivement, c'est une obligation réglementaire et c'est vrai que là, l'information est manquante et bon, ça a été remarqué par les services aussi, donc il est prévu qu'on revoie ça sur le site. Ça, on est d'accord. Vous avez raison, entièrement raison. Alors, pour le RSU, est-ce que je vous évoque les articles 9 et 10 du texte réglementaire? Je ne suis pas certaine, sauf que si vous le souhaitez, mais je les ai là. Par contre, peut-être évoquer la foire aux questions, le rapport social unique, parce que c'est le nom du RSU, doit-il être délibéré par l'Assemblée délibérante? Ça a été posé au CDG 29. Eh bien non, le rapport social unique est uniquement présenté à l'Assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics, après avis du comité social territorial. Donc il indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné. Donc une délibération n'est donc pas nécessaire. Alors, à noter que pour la collectivité, donc pour Moëlan-sur-Mer, les éléments ont été transmis pour le 31 janvier 2023, conformément à la campagne de collecte en cours par le CDG 29. Il y a eu un problème technique au CDG 29, donc qui ont repoussé donc jusqu'au 11 février le fait de déposer. Donc ce rapport-là, il sera ensuite présenté en CST, nouvellement nommé, parce qu'en fait, vous savez très bien que le CST est la contraction du CT-CHSCT, et qu'il a fallu qu'on le vote il y a peu de temps. Et donc, après, on pourra évidemment le passer en conseil municipal. Donc, moi, je voulais juste vous rappeler que les élections professionnelles, puisqu'on évoque le CST, ont eu lieu le 8 décembre 2022 pour composer ce CST, et que la participation à Moëlan du personnel a été très forte, plus de 70, je crois que c'est 72-73%. Voilà, donc je veux juste ajouter que le personnel s'est vraiment bien exprimé et mobilisé, ce qui veut dire que notre personnel montre un intérêt pour le bien-être au travail et que moi, j'y suis très, très attentive. Donc, voilà. Donc, on va passer donc à l'autre question. La troisième. Enfin, la deuxième, qui n'est pas la deuxième, mais... Juste petite question sur la disparition du RSU 2020 du site. C'est arrivé en juillet 2020, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. On vous répondra. Il a été publié en 2021. Ah, c'est bizarre ça. Ah oui. Il a été pendant 8 ou 9 mois sur le site. Il a disparu à l'automne. Bon, on va regarder. On n'a pas la réponse. Donc, lui aussi, il a un caractère obligatoire. Oui, tout à fait. Mais là aussi, vous le savez, on est en train de travailler sur un nouveau site. Donc, vous voyez qu'on se réorganise. Parce que le site, il est un peu obsolète quand même. Il date d'un mandature de 2008-2014. Son obsolescence n'empêche pas de rajouter une ligne ou deux ou de créer un lien hypertexte. Comment ? Oui. OK, mais on va regarder pour ce RSU. Donc, la question suivante, c'est les tarifs d'électricité. Oui,
Donc à ce sujet, les contrats d'électricité conclus entre les fournisseurs d'ELEC et les TPE-PME au prix fort au second semestre 2022 vont être renégociés. Le prix du mégawattheure étant redescendu en ce début 2023 autour des 150 €, on est plutôt sur 180, 200, enfin ça fluctue en ce moment, mais on est en dessous de 200 €. Les contrats signés entre les collectivités du département et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère, le SDEF, autorité organisatrice de la distribution d'électricité, vont-ils eux aussi être renégociés? Donc à savoir que le SDEF représente 389 clients, dont 269 communes finistériennes sur 277. Que font et que demandent les collectivités à ces fournisseurs? Donc là, pour l'ELEC, c'est Engie. Et on aurait pu rajouter, pour le gaz, c'est Total, sachant que Total a annoncé cette semaine des bénéfices à 36 milliards pour l'année 2022. Bon. 2021, pardon. 2021. Alors, je vais faire une réponse un peu documentée parce que je ne suis pas expert du marché de l'achat de l'énergie et je pense que vous savez comme moi que c'est un sujet d'une complexité particulière. Donc, on va rétablir les choses parce qu'effectivement, on lit tous des choses au quotidien et on est prompt à s'emballer sur des effets de publication qui annoncent des redescentes assez majeures sur les coûts de l'énergie. Maintenant, il est intéressant de voir comment ça fonctionne derrière, parce qu'il y a une véritable ingénierie de l'achat d'énergie. C'est devenu un véritable métier à part entière et ce n'est pas le mien. Donc, je me suis un peu documenté et vous me permettrez de lire ma réponse. Depuis 2015, fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'électricité. La fin des tarifs réglementés a imposé de mettre en concurrence les fournisseurs d'énergie conformément à l'ordonnance relative au marché public. Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère, le SDEF, a souhaité pouvoir mettre ses compétences au profit des acheteurs publics de gaz naturel et ou électricité en les regroupant au sein d'un groupement d'achat d'énergie et de services associés. L'objectif est généralement d'obtenir des prix plus bas et parfois également un meilleur service ou des services complémentaires. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres, décidément. Début 2020, c'est sur leur site, fourniture d'électricité, ils avaient contracté 3 marchés successifs en 2016, 17 et 18. Moi, j'ai noté 422 adhérents. Alors, pas que des collectivités publiques. Il est vrai qu'il y a aussi des organismes de droit privé, souvent partenaires ou affiliés aux collectivités publiques. 8800 points de livraison, 166 gigawattheures par an. Donc, on voit déjà les volumes assez conséquents que brasse le syndicat départemental. En gaz naturel, 2 marchés en 2015 et 2017. Moins d'adhérents, 79 adhérents, 600 points de livraison, 65 gigawattheures par an. Bon, le travail du coordonnateur du groupement, c'est de définir les procédures d'achat les plus adaptées et de gérer la mise en concurrence des fournisseurs. Bon, on est dans un registre où on a aussi une complexité, nous, acteurs publics, c'est le code de la commande publique qui se trouve aussi à s'appliquer sur ces sujets-là. Le service achat d'énergie du SDEF accompagne les adhérents dans les démarches auprès des fournisseurs, l'évaluation des besoins, mais aussi restitue des bilans de consommation. Donc on a un suivi effectivement régulier qui est possible via cette adhésion au syndicat. Alors maintenant, sur le cycle d'achat, on va rappeler qu'il existe une offre à tarif réglementé et des offres de marché de gisements possibles. L'offre au tarif réglementé de vente, fixée par les pouvoirs publics, uniquement en lien avec les fournisseurs historiques, EDF. Les offres des marchés, les prix sont fixés de manière contractuelle par l'ensemble des fournisseurs. Ils peuvent être indexés sur le tarif réglementé, ils peuvent être indexés sur les prix de marché, ils peuvent être à prix fixe. Donc il existe différentes formes contractuelles possibles et qu'étudie régulièrement le SDEF pour le compte des collectivités adhérentes. Rappelez aussi qu'il est essentiel de bien valider les conditions de vente, puisqu'au-delà du prix de l'électricité, le prix de l'électricité peut être fixe dans un contrat, cependant que les composantes abonnements, acheminement sont réévaluées annuellement, généralement au cours de l'été. Et rappelez également que quand on est dans une règle de marché public, eh bien, quand on contractualise, on achète des volumes d'électricité à un moment donné sur le marché. Et que ces prix, généralement, sont plutôt figés ou évoluent dans une fourchette plutôt tenue sur une période donnée. Le tout, dans un contexte déréglé, comme celui qu'on connaît actuellement, c'est de bien déterminer quelle est la bonne durée qui nous liera contractuellement à tel ou tel fournisseur. Je crois qu'à l'heure actuelle, pour le SDEF, comme pour beaucoup de collectivités qui achètent de l'énergie, c'est plutôt un horizon annuel. Alors,
Après, sur les prix de l'énergie, parce que là aussi, on peut dire beaucoup de choses. Là, je vais encore plus lire parce que ça fait appel à une technicité qui n'est pas la mienne. Le European Power Exchange, excusez-moi la prononciation en anglais, l'EPEX, publie sur son site web ipexspot.com les cours de l'électricité du jour et du lendemain. C'est ce qu'on appelle le marché spot. Les acheteurs qui suivent l'évolution des prix spot de l'électricité en France en temps réel, c'est véritablement un travail quotidien de suivi et on top à un moment donné, on achète des volumes d'électricité à un prix selon le cours du marché du jour. Généralement, quand on achète de l'électricité, ça se passe à quelques mois du renouvellement du marché, et on fait un pari sur l'avenir, et on top selon les indexations du moment, et on top en fonction des volumes qui sont mis en vente. D'accord ? Alors, sur les prix spot, aujourd'hui, 171,48 € le mégawattheure. C'est moins élevé qu'il y a effectivement quelques mois. Demain, le prix, enfin ça c'était hier, donc aujourd'hui, devrait être autour de 175,17 € le mégawattheure. Il y a un mois, les tarifs étaient de 85,46 €. Donc ça montre un peu les tendances du marché qui sont particulièrement déréglées en ce moment. On l'a dit tout à l'heure pendant le rapport d'orientation budgétaire. J'y reviens pas. Ce tarif, il était de 205,97 € il y a encore quelques mois. Voilà. Et ces tarifs, donc, ils sont publiés tous les jours à 14 h pour le lendemain. Donc voilà, c'est une logique de suivi et d'ingénierie particulière. Alors que les prix de l'énergie sur les marchés enchaînaient des vagues d'augmentation en 2021 et 2022, l'année 2023 semble s'ouvrir sur une accalmie, c'est vrai. Le prix du mégawattheure de gaz sur les marchés de gros était porté à 136 € en moyenne à la mi-décembre 2022, contre 55 € le 16 janvier. Donc on voit bien qu'il y a effectivement un tassement significatif. Maintenant, est-ce qu'il va durer ? Espérons-le. De son côté, le prix de l'électricité baisse également. Sur le fameux marché spot, selon les données de RTE, il est passé de 481,35 € le mégawattheure le 16 décembre à 142,88 €. Donc oui, il y a bien, là aussi, le 16 janvier dernier, il y a bien effectivement une diminution très forte et sensible. Maintenant, ce recul des prix est récent et peu perceptible encore pour les acheteurs et pour les consommateurs. Les fournisseurs n'ont pas encore eu le temps de répercuter la totalité de ces évolutions des cours sur leur offre. Si la baisse continue, les offres d'énergie devraient suivre et elles devraient soulager autant les particuliers que les professionnels que les collectivités. Toutefois, il est difficile de prédire quelle sera l'évolution réelle des prix sur les marchés en 2023. De nombreux facteurs économiques et géopolitiques entrent en ligne de compte. Par contre, effectivement, je fais comme vous l'hypothèse que les tarifs vont plutôt baisser durablement, tout en restant, je l'ai dit tout à l'heure, à un niveau supérieur à ce qu'ils étaient avant la crise en Ukraine. Maintenant, je le disais, acheter de l'énergie, c'est devenu véritablement un métier de trader. Nous ne disposons pas de l'ingénierie adéquate au niveau d'une commune comme la nôtre pour nous passer de celle du SDEF. Nous sommes en veille, bien entendu, sur les questions d'achat d'énergie. On les presse de nous répondre, comme à peu près toutes les collectivités adhérentes, je crois. Et je crois qu'ils nous informent assez régulièrement. On a eu plusieurs courriers de leur part en septembre, de nouveau en décembre, où ils nous informaient de la tendance et de l'évolution de la facture énergétique à laquelle nous devions nous attendre pour l'année 2023. On restera évidemment sur des volumes d'électricité qui ont été achetés. Donc le prix, il est à peu près connu moyennement et il n'est pas indexé ou il n'est pas révisable en cours d'année. Alors, un contrat, ça peut être dénoncé. Vous avez raison. Finalement, le SDEF peut tout à fait dire à un moment donné, ce marché, je le dénonce et je renégocie le prix d'achat, avec toute l'ingénierie que ça suppose et tout le long processus que j'ai essayé de décrire dans ma réponse. C'est souvent des achats sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, je rappelle aussi que dénoncer un contrat, il y a des primes d'éviction. Évidemment, quand on est lié par un contrat, quand l'une des deux parties décide de renoncer au contrat, il y a une indemnisation qui doit être calculée et qui doit être compensée finalement à la partie qui perd le contrat. Donc moi, je ne sais pas vous dire concrètement aujourd'hui si le SDEF est sur cette stratégie de dénonciation immédiate. Est-ce qu'ils ont fait l'évaluation de ce que coûterait une sortie du contrat par rapport à l'économie que ça générait? Là, je ne suis pas bien incapable de vous répondre. Par contre, c'est sûr que nous, on est en lien très régulièrement avec eux pour qu'ils nous tiennent informés de l'évolution des cours et des prix énergétiques. Et
je dirais que pour l'aspect contractuel, eh ben, on leur fait totalement confiance et on s'appuie totalement sur l'ingénierie. Donc j'entends bien que qu'on ne sait pas ce qui va advenir dans l'année à venir. Par contre, on prévoit quand même une augmentation de 115% dans le budget. Parce qu'on est lié par le contrat. Le SDEF est lié par un contrat. Et il a acheté des volumes d'électricité 2023 et ces tarifs-là sont à peu près connus pour l'année 2023. Oui, Donc, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il les a achetés au plus mauvais moment, puisqu'on les a achetés oui. l'été dernier, là où on avait c'est monté même jusqu'à 1 000 euros, voire même Oui. au-dessus de 1 000 euros, et on s'est engagé sur 3 ans. Donc, moi, dans ma question, je posais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça, le cul sur la chaise, et on attend que le SDEF agisse, ou est-ce qu'on cherche des leviers? Je pense notamment à un levier médiatique, par exemple, pour dénoncer via peut-être la presse ou via un rendez-vous particulier avec un fournisseur et qu'il soit bien médiatisé, le fait qu'on a quand même un nombre très conséquent d'habitants du Finistère, et je pense que le Finistère est touché, mais je pense que d'autres régions de France doivent être aussi touchées. Enfin, on est vachement nombreux à être impactés, et j'ai l'impression que rien n'est fait. Alors, vous me dites, le SDEF travaille, mais j'espère qu'il travaille, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, on ne voit rien. Alors pourquoi ne pas médiatiser? S'il y a une négo en cours, pourquoi ne pas la médiatiser? Je pense que vis-à-vis d'Engie, je suis bien placé pour en parler, c'est des choses qu'ils ne vont pas trop aimer. Si ça monte, si ça sort dans les journaux, bon, il y a nos journaux locaux, il y a aussi peut-être le Canard enchaîné, enfin, ce type de journaux, ça peut être un sacré levier quand on est en négociation. Et je pense que toutes les personnes, pour moi, il y a 389 clients, pour vous, il y en a 400 et quelques, on va dire sur 400 clients, je pense qu'il y a moyen de faire une réunion de crise pour aller plus loin. Alors que je sache, mais moi j'y étais pas, il y a déjà eu des réunions de crise, comme vous dites, plutôt au niveau intercommunal. Voilà. Donc le sujet, il est traité depuis des semaines. Et cette pression que vous appelez de vos voeux sur le SDEF, je crois qu'ils la subissent de notre commune, de l'intercommunalité et de tous leurs adhérents. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas, moi, où ils en sont aujourd'hui dans leur stratégie à court terme de remise en cause. Je ne tiendrai pas le propos ce soir de dire qu'ils foutent rien, qu'ils ne sont pas sur le sujet. Faut reconnaître, et vous le savez, je crois. Je ne l'ai pas dit, j'espérais qu'ils négocient, mais on ne voit rien. Non. Mais... Le seul courrier qu'on a vu, c'était au mois d'octobre, c'est un courrier interne aux communes, au Comcom, qui demande, entre autres, une aide au gouvernement. Est-ce que c'est la vraie solution? À mon avis, le gouvernement, dans la situation où il est actuellement, il est plutôt à rechercher des gains. On voit sur le projet de retraite, on voit sur la baisse des dotations. Il est plutôt sur cet axe-là, plutôt que d'aider les communes et les collectivités qui sont aux prises avec ces fournisseurs. Christophe, je suis d'accord avec ton propos et on est très soucieux que les choses avancent dans ce sens-là. Après, encore une fois, c'est une complexité particulière, l'achat d'énergie, qui plus est quand on est sur les segments des marchés publics. Donc, moi, je n'étais pas à cette réunion qui a eu lieu et à ces échanges qui ont eu lieu avec le SDEF. Voilà. Il y a d'autres sujets à traiter, je n'étais pas sur ce coup-là. Je ne sais pas dire aujourd'hui où ils en sont et quelle est leur stratégie à moyen terme. Ça fait partie des questions qui sont régulièrement relayées de notre interco, de notre part et d'autres clients, évidemment. Parce que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est à quel moment, nous, on va avoir cet infléchissement du marché répercuté dans nos coûts d'énergie. Voilà. Maintenant, je doute que le SDEF se saborde de lui-même et qu'il n'entende pas cette douce pression des élus locaux que nous sommes et qu'ils ne se disent pas à un moment donné, ils vont nous claquer la porte au nez. Et voilà. Donc, faisons-leur confiance. Moi, je leur fais confiance pour être sur ce sujet-là. Et ce qu'on peut espérer, par contre, c'est qu'ils nous en tiennent informés dans les meilleurs délais, pour qu'on sache effectivement s'il y a 6 mois ou s'il faudra attendre l'année 2024 pour voir cet infléchissement tarifaire sur lequel j'ai un petit peu fait de la prospective. Ne peut-on pas suggérer au SDEF des axes comme ceux que je viens de citer, parce que attendre, l'État ne vous répondra pas. Pour le prix spot, je sais bien que l'État ne répond plus. Ça, le prix spot, l'exemple du prix spot, ils ont le nouveau décret qu'ils ont sorti fin d'année dernière limite le prix de vente sur le marché aux acteurs de l'énergie à 100 €. Le delta
entre 100 € et le prix spot, qui est-ce qui le ramasse? C'est l'État. Facile. Facile pour eux. Donc, eux, en fait, ils ont tout intérêt à ce que le prix sur le marché soit assez élevé, puisqu'ils ramassent, ils ramassent les fruits. Donc, ils ramassent les fruits pour en faire autre chose. Alors, peut-être qu'un jour, ils diront aux communes, allez, on va vous faire une fleur. Ben, évidemment, sans la fleur, ils l'ont pris avant. Donc, pour moi, médiatiser le marché vis-à-vis d'Engie, vis-à-vis de Total, c'est une solution, voire même une grosse solution, parce que ça ne va pas leur plaire. Voilà. Ah mais tout à fait. Tout à fait. C'est pas à la commune de Moëlan de prendre son blason et son drapeau et d'y aller. Non, on est quand même 389 clients dans le Finistère. Il y a largement moyen de créer quelque chose. C'est pour ça que je disais qu'il y a eu des réunions et à plus. Et plus on est nombreux et plus on travaille le sujet et plus on met cette pression-là, plus ça va effectivement être un sujet relayé. C'est bien pour ça que pour moi, à l'échelle du territoire, l'Interco, c'est le bon niveau pour faire ce travail-là. On passe à la troisième question, du coup. Lors du conseil municipal du 28 septembre 2022, le conseil s'est prononcé pour l'intégration dans le domaine public de l'éclairage et de la borne incendie du lotissement Le Clos des Chênes. À ce jour, et malgré plusieurs relances, mail du 25 novembre 2022 et du 16 janvier 2023, aucun document officiel actant cette délibération n'a été fourni. Pouvez-vous nous expliquer ce qui nécessite un délai de 4 mois pour prendre note officiellement de cette délibération et la transmettre au notaire pour rédaction de l'acte de cession? Pour information, lors de la rétrocession de la voirie de ce même lotissement, donc rétrocession validée lors du CM du 28 mai 2019, un courrier confirmant la délibération avait été envoyé le 17 juin 2019, soit moins d'un mois après. Alors la délibération a bien été prise le 28 septembre dernier. En fait, pourquoi l'acte n'a pas été finalisé? Il y a 2 raisons principales. Quimperlé Communauté, qui est partie prenante dans le dossier, car en fait, elle a en charge les réseaux eau et assainissement. Donc la rétrocession lui revient. Et la deuxième raison, le plan de recollement de l'éclairage public n'a pu être fourni par le syndicat et le géomètre expert de l'époque mandaté par le syndicat. Donc, il est à préciser que des contacts réguliers, je vois que M. Desfossés a pris va prendre la parole, donc je vais m'adresser à lui. Donc, il est à préciser que des contacts réguliers sont en cours avec la direction des services techniques et M. Desfossés pour solutionner ces difficultés cet élément. Voilà. Et cependant, les équipes peuvent tout à fait les transcrire et les notifier par courrier officiel à M. Desfossés. Pourquoi je dis M. Desfossés? Parce qu'il est le président du syndicat des propriétaires du Clos des Chênes. C'est ça. Voilà. Donc, vous avez eu la réponse. Alors, je vais répondre. Concernant les Quimperlé Communauté, j'ai effectivement fait la démarche auprès de Quimperlé Communauté pour les réseaux d'eau pluviale, assainissement et d'eau potable. Ouais. Donc, l'examen du lotissement a été fait, ainsi que le bassin et tout. Ça ne posait pas de problème particulier. Donc, je reviens à la question, c'est-à-dire qu'on a voté le 28 septembre 2022 la rétrocession à la mairie des candélabres et puis de la borne d'incendie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acte. Et aujourd'hui, si quelqu'un a renversé un candélabre, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on... c'est l'objet de ma question. Peut-être laisser... Non. Bon. Écoutez, l'éclairage public... Moi, la seule chose que je demande, c'est tout simplement un transfert de propriété, donc un acte notarial, c'est tout. Mais, même à la charge du lotissement. Oui, mais il faut le plan. Le géomètre n'a pas fait, si j'ai bien compris, le géomètre. Et quel plan? Le plan de quoi? De recollement. Le plan d'encollement, comment dire, Quimperlé Communauté a eu toutes les informations nécessaires. Éclairage public. Non, mais vas-y, tu as un micro. Je vais laisser Gwen compléter. Non, c'est le plan de recollement de l'éclairage public. Oui, c'est-à-dire c'est la position, la position des candélabres, le fonctionnement des candélabres et ce genre de choses en fait. Oui, le géomètre l'a pas. Mais c'est bien ça le problème. C'est vous, vous êtes président? Non, attendez. Moi, vous avez un interlocuteur? Attendez. Non, justement. On a fait les relevés de compteurs avec Yann, et depuis le temps, je n'ai plus eu aucune nouvelle. Donc, s'il manquait un plan d'encollement, moi, je ne sais pas.
J'ai laissé Yann Donc, répondre. bon, je veux Non, bien. non, non, non. Bah, Alors, il faudrait faire au minimum un courrier pour me dire il manque quelque chose ou un coup de téléphone. bah, Mais je moi, vais vous j'ai faire rien. un courrier, monsieur Desfossés. J'ai rien, si, moi, j'ai rien. Officiel. Bah non, je vais vous le faire. Ah bah oui, s'il vous plaît. D'accord. S'il manque quelque C'est chose. ce que je vous ai dit. Je vais vous faire un Mais courrier il faut pas officiel. attendre 4 mois. On n'attend pas 4 mois. Écoutez, moi, c'est non, pas mais moi qui. c'est quand même ma question. Moi, j'ai quand même envoyé des mails régulièrement. Oui, J'ai vous avez déposé des même un contacts mail. téléphoniques, mais bon, Non, est-ce que c'est. j'ai déposé même un mail parce que par téléphone, on m'a dit qu'on n'avait Oui, pas reçu mais- mes mails. Bon, est-ce que c'est vraiment. Donc, moi, je pose la Bon, je question vous enverrai sur un ce courrier. problème-là et d'une manière générale sur la réactivité. Je vous enverrai un courrier parce que là, en fait, bon, vous êtes conseiller municipal et puis bon président, donc voilà, je vous enverrai un courrier. Ah oui, Peut-être non, pas mais la il peine faut, d'aller il plus faut. loin ce soir par rapport à Mais- ça. Déjà pour avoir la notification, savoir que vous avez bien reçu des choses, même sans parler du Clos des Chênes. Il y a 3 semaines, un autre lotissement a envoyé une demande du même Ah ordre, non, bah, d'ailleurs. vous allez faire Il y a- tous les lotissements. Mais et non, tout. il n'y a pas de réponse. Il y a 3 semaines, il y a une demande qui a été envoyée, qui vous a été envoyée concernant la rétrocession de tout, la même chose. Il n'y a pas eu de réponse. On ne sait pas si vous avez reçu, etc. Ah, etc. ça a été- Non, mais ce dont vous parlez là, ça a été étudié. On l'a étudié en bureau municipal et vous allez avoir la réponse. Et il faut laisser un peu de temps quand même qu'on puisse étudier les dossiers en amont avant de répondre aussi. Bon, vous, simplement. votre problème là pour le Non, Clos mais des Chênes, ça, c'est un lotissement. Là, je parlais Voilà. d'un autre lotissement. Pourquoi vous ne faites pas un courrier au Oui, président ok, qui vous bah, envoie bon. Le courrier C'est est tout fait. simplement ça que je. Le que je courrier demande. est fait au président. Il est fait. Oui. Bon. Il l'a reçu. Bah, Pardon? il va le recevoir cette Ah, semaine. il va le recevoir. Ah oui, il va le recevoir. Ah oui, d'accord. Ah Donc, oui, il l'a bon. pas reçu. Voilà. Donc -1, c'est ça. Ah non, pas moins un. Non. Là, Moins 10. on pose. Tout à l'heure, on Enfin, parlait bon, de. bref. On parlait Non, mais de- on va. C'est de bon, la service à question. personne. Non, mais tout à l'heure, on parlait de service à la personne. bon, Là, il faut 4 mois pour résoudre oui, un alors, justement. problème. Oui. Non. Bah, écoutez, Non. bon, justement, ça tombe bien. On va arrêter là-dessus. Non, je pense qu'on peut faire. Moi, ce que je voulais dire, en fait, les questions là que vous avez posées ce soir, les questions diverses, j'ai quand même relevé que ce sont des questions qui surtout ont trait à l'organisation des services et de nos agents. Voilà. Alors, ça me permet justement de vous rappeler, et là je pense regarder plutôt M. Guivarch qui a posé la question, que lors des vœux du personnel le jeudi 12 janvier, auquel vous étiez conviés tous, vous avez interpellé, M. Guivarch, plusieurs agents sur le fonctionnement des services. Et je vous assure que si ça m'est revenu aux oreilles, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été gênées, beaucoup d'agents qui ont été gênés par... Moi, je ne sais pas ce que vous leur avez posé comme question. Je trouve que c'était un peu déplacé, ce n'était ni le lieu, ni les bons interlocuteurs. Ce moment était un moment de convivialité uniquement pour le personnel. Donc, dorénavant, posez-moi les questions, posez-nous les questions, parce que c'est plutôt politique, c'est pas au personnel de répondre. Voilà, je trouve que ça a été très maladroit, donc je préfère vous le dire, puisque ce soir, vous avez posé des questions qui ont surtout trait à l'organisation de nos services, qui sont en transformation. Voilà. Non, ça a trait au délai de réponse. Oui. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, voilà, je souhaitais faire cette remarque. Et donc, le conseil municipal, maintenant, est clos. Et merci à vous tous.